Millionnaire avant 30 ans, Ouais. risque analyste. C'est quoi le plan concrètement et d'où ça devient? Moi, c'est vrai que depuis que je suis tout petit, mon rêve, ça a toujours été de gagner 100K. Chose faite. Passons à la suivante. Moi, j'ai pas du tout un parcours académique linéaire. Je sais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Il y a 85 pages d'offres. Je suis allé jusqu'à la 85e. C'était la dernière? Non. Si? Tu les as toutes faites? Toutes. Le volume. Non, le volume. T'as envoyé combien de candidatures dans ta vie? Plus de 1000. Juste le fait de le faire, tu te différencies. Ils ouvrent. Première question, où est-ce qu'il a trouvé mon mail? Deuxième question, je le connais pas. Quelque chose qui m'a absolument choqué en Suisse. Avec mes collaborateurs, j'ai parlé de schéma. Il y en avait très peu qui connaissaient. 2000 fois 18 mois de VIE, je vous laisse faire le calcul déjà de ce que j'ai pu mettre de côté. Et là, aujourd'hui, je mets 3500. 3500 que de mon salaire. Je serais pas prêt, même en M&A ou dans des métiers qui rapportent beaucoup plus, par exemple finir à 2h du matin. Est-ce que, au final, c'est une bonne chose de choisir sa voie en fonction de l'argent? Il faut aussi savoir trouver un équilibre, parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait. Et non, mais demain, on peut partir. Les amis, petit message rapide avant de passer à l'épisode. Il s'agit d'un épisode qu'on a tourné en mars dernier et entre-temps il y a eu des petits sujets politiques en interne du côté de notre invité et sa banque. Alors pour à la fois le protéger et respecter les sujets de compliance, on a préféré rajouter un peu de mystère sur ce talk plutôt que ne pas le sortir, d'autant qu'on trouve qu'il y a pas mal de valeur et au final son visage ou le nom de sa banque, c'est une top banque, c'est pas le plus important du talk. Donc merci de votre compréhension et bon épisode. L'équipe de choc. Ah, ça. L'équipe de choc. Bon, Niska, tu veux faire une petite dédicace avant de commencer? Bah, ma famille. Hein. Vas-y. Dédicace à personne, fallait être Maman. là. Et tous ceux qui n'a pas cité, ils ne vous aiment pas, bien évidemment. Voilà, je suis désolé. Au moins, c'est dit, c'est explicite, vous le savez. J'ai pas été cité. En plus. Dommage. Peut-être que je les aimerai à la fin de l'entretien, on verra ça. Non, ça m'étonnerait. Non, je déconne. Bon, on va y aller. Let's go. Let's go. Salut à tous les amis, c'est Boris. On se retrouve pour un nouvel épisode du Trade Talk. On est avec Kimil. notre invité du jour. Enchanté. Alors aujourd'hui, Trade Talk très spécial. Je vais dire ça à chaque fois, mais c'est pas grave. Parce que Trade Talk très spécial. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la finance. Mais également, on va parler argent. Souvent, c'est lié. Le sujet de l'argent, généralement, dans les choix d'orientation, est quelque chose d'assez tabou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous a ramené quelqu'un avec qui on va pouvoir parler de ce sujet de manière assez décomplexée. Toujours dans le respect, bien évidemment. Toujours. Valeur importante. Mais afin de démystifier aussi ces questions-là, on va parler de la Suisse, de est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'aller en Suisse justement pour ces considérations d'argent. On va parler de est-ce que c'est une bonne chose de choisir sa voie en fonction de la rémunération, du salaire. Si on vous a ramené aujourd'hui, c'est parce que c'est pas n'importe qui, il a fait plein de choses, Kimi va le présenter dans quelques instants, mais surtout, c'est quelqu'un qui a un plan. C'est pas juste il veut gagner de l'argent comme beaucoup, il avait un plan, il est en train de le réaliser, il va le réaliser et il va nous en parler aujourd'hui. Plein de débats, plein d'amusements. Avant de commencer aussi, encore une fois, merci pour votre soutien, Merci vos beaucoup. messages. Continuez à nous dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas aussi éventuellement dans le format, les profils qui vous intéressent. Et puis à nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Je crois qu'on va pouvoir partir sur la petite présentation. Petit rappel en 1 minute 30. Non, 30 secondes, donne-moi. Pour ceux qui connaissent pas, le Mediatrade, c'est on invite des alumni d'écoles de commerce, donc des jeunes qui, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient encore en école et qui ont déjà réussi à se démarquer, à obtenir des places prestigieuses, à faire des choses assez exceptionnelles, parcours exceptionnel, afin de vous inspirer, de vous montrer l'envers du décor et également de vous donner les clés de leur réussite pour que vous puissiez faire quelque chose de similaire dans votre vie et obtenir tout ce qui est succès, amour, gloire et beauté. Donc, on va commencer. Je te laisse le présenter, Kimil. Ouais, je prends la petite note au cas où. Tu me corriges si je me trompe. Sans souci. T'es passé par Schema, donc en PGE. C'est ça. T'as fait directement des stages orientés en finance. D'abord chez Mazars, puis chez Edmond Rothschild. Et Exactement. un stage de fin d'études chez Et puis parce que tu as justement un plan très précis dans ta vie, être millionnaire avant tes 30 ans, C'est ça. tu as décidé de partir faire de la finance en Suisse, dans une top banque, Exactement. et tu es analyste de risque là-bas. Exactement. À 24 ans, tu as acheté ton premier appartement à Cannes, Voici. et tu es aussi impliqué dans l'investissement à impact positif en Afrique, C'est ça. et maintenant, Road to Million. Exactement. Non, mais tu m'as présenté limite mieux que si moi je l'avais fait. Donc, C'est pour ça que ouais, je le fais. c'est non, très bien. Vraiment, rien à dire. Parfait. Ok, trop bien. Ouais, ce que je trouve intéressant, juste avant d'enchaîner sur le vrai ou faux, c'est que, ouais, tout le monde, on entend millionnaire partout sur les réseaux, etc. On vous a ramené quelqu'un aujourd'hui qui parle le monde corpo et non pas par nécessairement les cryptos ou des ça, même si
on va en parler des cryptos parce qu'il est dedans, mais par le chemin corpo, il s'est dit qu'il va devenir millionnaire. C'est ça. Et mettre de côté, etc. Donc c'est pas juste une idée en tête, on va partir dans son plan, on va essayer d'aller creuser pour comprendre comment ça t'est venu cette idée, comment tu t'es dit, comment on se crée un plan aussi. Ouais. Voilà, pour Ouais, obtenir ce déjà qu'on pour veut dans la commencer, vie. Voilà, et puis on va pouvoir y aller. Hein. Ouais, il y a sûrement des gens qui se reconnaîtront dans ça et à qui ça aidera pour faire leur propre plan et voir là où ils veulent aller, quoi. Tout cet aspect suisse aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens, on entend beaucoup de choses sur la Suisse, ça. que justement, si tu veux de l'argent, cette idée d'aller coffrer pendant quelques années C'est en clairement Suisse, ce qui s'est passé, hein, honnêtement. Le mot coffret, il est vraiment c'est très, ça. très bien choisi, ouais. Donc voilà. Donc, petit instant vrai ou faux. Rituel. T'es pas prêt parce que c'est le pire de tous. Ah ouais, il C'est y a le pas un pire petit de tous. jingle, pas un petit... non Tu peux le Pas faire. encore, Ah ouais, voilà. Tu peux le faire. Vas-y, tu t'es T'es aventuré dans le chanteur. truc. Bon, du coup, le vrai ou faux. Allez, let's go. Il y aura une 10-15aine de questions. Ok. Tu réponds par vrai, faux, oui, non. Mhm. Et puis, si tu veux développer, tu développeras après. On est devenu intransigeant, il n'y a plus de joker. C'est fini les jokers. Donc j'arrive et plus de joker. Déjà D'accord. au dernier talk, il n'y en avait plus. D'accord, ok. Voilà. Ok, non, c'est bon, let's go. Quand tu veux. Ok. Il attendait mon Les autorisation. questions que je voudrais développer, au pire, je dirais à développer, puis on reprendra les suites. Bah, Ouais. T'inquiète, on va les développer. Ouais. Ne t'inquiète pas. Alors, tu es prêt? Let's go. Le salaire en finance en Suisse est 2 fois plus élevé que celui en France. Vrai, En banque en Suisse, on gagne plus de 8 000 € par mois en sortie. vrai, Quand on fait Schema, c'est facile d'intégrer une top banque. faux, Impossible de trouver un CDI en banque en Suisse aujourd'hui. faux, L'argent, c'est bien plus important que l'équilibre pro-perso. vous êtes fort. Faux, Ok. La Suisse, en termes de salaire, c'est surcoté en réalité. tout dépend de comment tu sais te vendre, mais je dirais quand même faux. Si tu travailles en banque en Suisse, tu peux facilement prendre ta retraite à 30 ans. Vrai, Ok. On avait prévu un truc au cas où il disait ça, j'allais dire à Si tu 35, disais à non, 40. ah ouais, à chaque fois. d'accord. Non, ok. non, mais ok, me il a dit. poussait vers... ok, d'accord. Retente à 25 ans. Je tiens à rappeler qu'Emile a écrit si il dit non, testez avec tous les âges de 5 ans. C'est pour pas que tu oublies. Au cas où. Ok. En top banque, tu atteins les 100 000 € par an dès la sortie d'école. Vrai, En Suisse, à part dans le travail, il n'y a rien à faire fondamentalement. tout est une question de personnalité, mais je dirais vrai. Ok, c'est assumé, c'est tranché, on aime. L'école de commerce te donne toutes les clés pour atteindre les top banques en finance. Faux, Impossible d'avoir une vie sociale en finance. faux, En banque, en top banque, tu finis tous les soirs à 2h du mat. faux, 1 heure. Plus compliqué d'intégrer une banque en Suisse qu'en France. faux, C'est facile de trouver sa voie en école de commerce. faux. Ah, c'est pour ça que les médias, il existe. Ah, tu vois, il va faire notre com. lui. Non, bah, Il a tout compris. De toute façon, le podcast serait arrêté si t'avais dit oui. On serait pas allé plus loin. 5 minutes, pas plus. Ok, pour réussir en finance et obtenir un très bon stage, il faut se préparer 6 mois, voire 1 an à l'avance. Faux. Quand t'es junior, t'es un larbin. Attends, vous êtes fort. Vrai, faux. Allez, on l'accepte. Et dernière petite question, tu connais la trend Looking for a man in finance? Alors t'as pas les blue eyes, mais est-ce que c'est réel, ça marche avec les femmes? Vrai, faux. T'as beaucoup de jokers. Là. Bah, On non. va déborder. Faux, on a juste vrai, on cut le faux. T'as Ok. une question que tu veux développer Voilà. un petit peu? Non, bah, plusieurs points. Je pense le premier, c'est plus par rapport au fait qu'il ne faut pas 10 ans d'expérience. Je pense que j'aimerais bien développer ça en premier. Vas-y. Bah, honnêtement, ça, c'est un truc. Et là, je parle vraiment de manière personnelle. C'est vrai que je pense que durant ce talk, j'ai vraiment vous parler, entre guillemets, via moi, ma personnalité, comment je suis. Mais c'est vrai qu'au début, et je pense qu'il y a beaucoup de gens en école de commerce en fait, qui font attention à ça, du fait que quand on tombe sur des CV, il y a énormément d'attentes. Et en général, les gens en fait, ont peur de postuler. Ils disent que soit ils n'ont pas les compétences techniques qui sont demandées par rapport au poste, soit ils n'ont pas l'expérience, soit aussi ils n'ont pas les compétences interpersonnelles. Mais il faut vous dire que honnêtement, le plus important et ce que les gens attendent, en fait, c'est être proactif, avoir de l'audace et savoir prendre des risques.
Et à un moment, pendant le vrai faux, vous avez aussi demandé si c'était plus dur de trouver quelque chose en Suisse ou en France. Et honnêtement, quelque chose qui m'a absolument choqué en Suisse, c'est le fait que, je dis pas qu'ils font pas du tout attention au diplôme. Schema, c'est pas forcément, certes, HEC, disons-le. Mais honnêtement, je sais qu'ils font absolument pas du tout attention à ça. En tout cas, je sais que vous le savez tout autant que moi. Expérience. Exactement. En France, même déjà par rapport au salaire, en fait, il y a une grille en fonction de ton école. C'est-à-dire que tu peux avoir 5 ans d'expérience. Si tu as fait une école hors du top 10, tu seras capé, en fait. Et en Suisse, ils n'ont pas du tout ce mindset-là. Ça va plus être dans certaines institutions, peut-être la préférence nationale, ils vont préférer des universités genevoises, parce que je suis basé à Genève, ils vont préférer des universités genevoises à françaises. Mais en tout cas, entre les écoles françaises, dans le top 10, il n'y a pas vraiment de distinction. C'est vraiment ta personnalité, ce que tu peux ramener, ta proactivité. Ouais, exactement. Ouais. Donc tu dirais que ça pourrait être une stratégie envisageable pour un étudiant, ou même d'ailleurs un jeune diplômé qui veut se reconvertir, de se dire, et qui n'a pas nécessairement un diplôme, genre un HEC ou etc., pour se différencier, d'aller en Suisse, pas nécessairement du coup seulement pour le côté argent, mais pour le côté plus d'opportunités en finance. C'est ça largement. Après, honnêtement, pour moi, pour être entre guillemets éligible en Suisse, si je peux me permettre de le dire ça comme ça, il faut aussi avoir certains traits de caractère. Ah ouais, ok. Donc honnêtement, il faut être assez tenace, il faut être assez résilient parce que c'est un marché aussi qui est très concurrentiel, comme par exemple Hong Kong, New York, Londres. Voilà, c'est pour des gradués de programme, parfois il y a 10 000 candidats. En tout cas, c'est que ce soit pour des VIE ou des gradués de programme, même des CDI, c'est très concurrentiel. Donc, ce ne sera pas chose facile. Mais je pense que la porte d'entrée, elle est beaucoup plus accessible, en tout cas, au plus grand nombre, si les personnes possèdent ces qualités-là. Et moi, personnellement, je trouve qu'en école, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui les ont. En tout cas, j'ai croisé le chemin de beaucoup de personnes qui étaient avec moi. Ok. Donc, bah, si tu veux... Ouais, j'allais dire juste une petite question avant de rentrer un peu plus dans ton parcours. Ah, bien sûr. Du coup, on l'a dit dès le début, tu avais un plan, t'as un plan très défini. L'argent est plutôt un driver important pour l'instant pour toi dans tes choix de carrière. Du coup, j'imagine que tu t'es renseigné sur les différentes places importantes en finance, que ce soit Paris, Londres, Hong Kong, etc. Est-ce que tu sais du coup des benchmarks éventuellement que tu as fait, le petit classement des top 3 ou top 5 villes qui payent le mieux dans ces métiers de la finance? En fait, honnêtement, parce que même à Paris, bon après à Paris, ça va plus être en finance d'entreprise, M&A, etc., où tu peux dépasser les 100K de manière générale. Comme je vous ai dit, c'est vrai que pour un poste de risque, en général, c'est x2 quand tu es en Suisse. Dans tous les cas, les villes-là, on les connaît. Donc c'est Londres, New York, Genève. Il y a aussi Zurich, mais Zurich, la vie, elle est très chère. Ce qui est vraiment intéressant en Suisse, en fait, c'est que à Genève, le rapport salaire, qualité de vie et capacité d'épargne, elle est énorme. Dans la mesure où, pour un poste similaire, tu peux gagner 120 000 euros à New York et 120 000 euros à Genève. Mais ta capacité d'épargne et le montant que tu vas pouvoir mettre de côté par mois, il ne sera pas du tout le même en fait. Pourquoi ? Parce que par exemple à New York, moi là actuellement je suis en colocation, dans un 60 mètres carrés environ, je paye on va dire 1 350 euros de loyer. À New York, pour un logement de ce type-là, c'est au moins minimum 2 000 euros. Ah, mais c'est bizarrement, de la vie plus cher. Bizarrement, c'est ce que j'entends beaucoup en Suisse, c'est que... Alors, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est que, ok, tu gagnes beaucoup, plus que par exemple en France, mais par contre, le coût de la vie est plus cher, et typiquement, les appartements sont beaucoup plus chers aussi, donc, d'une certaine façon, comme si ça changeait pas grand chose au final. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que tu m'as parlé de capacité d'épargne, donc c'est quand même que tu arrives à faire un gap que tu n'aurais peut-être pas en France, du coup. Après, honnêtement, ça c'est plus personnel et tout dépend de ton mode de vie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en Suisse, il y a le loyer qui est très cher, l'assurance maladie aussi, qui est très cher, aussi l'alimentation. Honnêtement, une bouteille d'eau c'est 3 à 4 balles. Donc, oh la vache. Ouais. Et je parle d'une bouteille d'eau. Pas beaucoup du mot. Le du robinet. Mais non, donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont vraiment très très chères en Suisse. Je sais pas d'ailleurs si vous avez déjà eu l'occasion de venir. Sinon, ça serait aussi une occasion de venir me visiter. On va t'en l'invite officiel. C'est ça. Mais après, voilà, tout dépend de ton style de vie. Moi, je vis pas non plus de manière frugale. Donc, quand j'essaierai de vous détailler mon plan sans vous donner non plus tous mes secrets, vous verrez que voilà, je suis quelqu'un qui suis assez généreux, qui aime vivre. Mais je vais pas forcément au resto tous les 2 jours. Mais on ira au resto ce soir.
Ils vont faire leur Saint-Valentin ensemble. Oui. Donc voilà, tout dépend de ton mode de vie. Et honnêtement aussi, moi je vis à Genève. Et personnellement, je vis pas du tout à la frontière. J'ai jamais non plus pris les transports pour aller, par exemple, à Annemasse. Je sais pas si vous connaissez. Je suis Oui. jamais non plus allé à Annemasse. J'ai un Faire ami mes qui courses, etc. vit là. Exactement. Justement. Après, c'est un choix personnel. Moi aussi, je me dis que le salaire qui m'a octroyé, c'est aussi pour vivre à Genève. Ouais. Donc c'est pour ça. Et aussi, je trouve que c'est important de vivre aussi dans la ville, de vraiment aussi profiter pour, entre guillemets, sentir comment la ville, elle fonctionne et le dynamisme. Même si Genève Dynamisme. Exactement, même si Genève n'est pas la ville la Et plus justement, dynamique. qu'est-ce que tu en penses? Je te l'ai posé dans le vrai ou faux de cette idée de, c'est un peu mort Genève, il y a rien à faire. On dit ça beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais pas que c'est rien à faire. Après, moi, par exemple, je suis pas du tout sport d'hiver. D'accord. Donc c'est vrai que si la personne, c'est un ou une férue de sport d'hiver, de randonnée, etc., c'est le paysage idyllique. Parce que tu as les montagnes qui sont à proximité, tant côté français que côté suisse. Avec des grosses stations de ski. Exactement. Toi qui aimes le ski, voilà, il y a énormément de choses à faire. Les personnes qui sont très nature, oui. Mais après, moi, par exemple, je viens de Lille, donc qui est une ville assez dynamique. Et c'est vrai que même déjà en étant en France, quand j'étais un peu plus jeune, la région de Savoie, c'était pas du tout une région qui m'attirait. J'ai eu la chance de visiter Annecy, certes, c'est très très bien. Je critique pas non plus Annecy, j'ai pas envie qu'en commentaire on dise ah, etc. C'est une très belle ville, mais voilà, toute cette région-là, elle est pas vraiment dynamique, elle est pas forcément très très jeune. Ça, par contre, je pense que de manière générale, surtout dans les grosses boîtes, il y a souvent des disparités d'âge. Donc ça veut dire que il n'y aura pas 50 personnes qui auront 30-35 ans. Donc c'est soit en général, les personnes arrivent en stage de fin d'études, en VIE, comme ce qui a été mon cas, en graduate programme, donc à 23, 24, 25 ans. Ou soit après, les gens sont plus... Parce que Genève, c'est plus une place d'experts. Ok. Donc c'est vrai que moi, si je prends par exemple mon département, je suis entouré de personnes qui ont déjà au moins un minimum 10 ans d'expérience. Ok. Donc pour moi, c'est très très valorisant parce que j'apprends énormément. Ouais. Mais tu peux aussi vite sentir un gap, tout dépend de ta personnalité. Et c'est vrai que c'est pas du tout la ville la plus dynamique. J'ai eu la chance de faire la fête de la musique. Ah ouais, c'était très chaud. Enfin, J'avais rien à faire. rien à faire. Ah ouais. Tu vois. Toi, t'es un mec de la malade, c'est pour ça. Bah, c'est important, c'est bien de travailler, mais c'est Ouais. aussi bien de vivre, tu vois. C'est... Justement, il y avait une question dans le vrai ou faux où c'était... La vie sociale. Exactement. Équilibre vie pro, vie perso. Bah, C'est si ça. tu veux, on fera un point là-dessus tout à l'heure. Focus, ouais. Juste avant de rentrer, parce qu'on va rentrer dans un peu. Un jour ou l'autre. Ouais, un jour ou l'autre, on va rentrer dans ton parcours. Ok. Très rapidement, tu dirais que la Suisse, pour qui c'est et pour qui ce n'est pas, rétrospectivement? Si tu sais répondre. Pour qui c'est, je dirais, bah, comme je le disais, pour ceux qui aiment la nature, Ok. pour ceux qui aiment le calme, aussi pour ceux qui sont dans un certain type de métier. Donc par exemple, si je prends en finance, tous ceux qui sont dans la gestion de fortune, les matières premières, commodities en finance, c'est une place qui est vraiment pionnière. Le luxe, les montres. Donc voilà, il y a aussi des secteurs où c'est vraiment très très bien d'être en Suisse. Et je fais surtout un focus sur Genève. Pour qui ne sait pas, les personnes qui aiment le dynamisme. Donc c'est vrai que par exemple, on mettra un peu plus de détails de comment je suis arrivé à Genève. Mais j'étais au Brésil juste avant. Ok, ah oui. Ouais. Il Et y a encore, un gap. il y a Changement il y a un énorme gap. Ouais. Donc quand on passe d'une ville très très dynamique à la Suisse, sachant que moi je connaissais absolument rien de la Suisse, j'y étais jamais allé, même ne serait-ce que voir des photos, des images, j'en avais jamais vu, c'est vrai que ça fait quand même un choc. Et honnêtement, pour avoir même discuté avec mes collègues, j'ai l'impression que c'est normalisé, ça fait un choc à tout le monde en fait. Ok. Donc, Comme l'arrivée en école de commerce. Oh, alors non mais ça c'est double choc ça. La transition, elle est parfaite. C'est ça. C'est parti. Alors, pourquoi l'école de commerce? Alors Pourquoi Schema? Comment ça s'est passé pour toi? Comment t'es arrivé là? pourquoi l'école de co? On va commencer par là. Moi j'ai pas du tout un parcours académique linéaire. Donc il a été plutôt en dents de scie. Je n'étais pas non plus le caïd du collège ou du lycée, mais je me suis beaucoup cherché. Voilà, j'étais un peu comme tout le monde. Je pense qu'on est tous passés par cette phase-là. J'étais un peu voilà, pas en quête de sens, mais je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie et tout, etc. J'ai eu une grande sœur parce que je suis le cadet de ma famille. J'ai une grande sœur en fait qui a eu la chance de faire Grenoble École de Management. Et il y a encore quelques années, j'avais pas forcément j'avais toujours eu cette volonté d'émancipation, mais pour moi, mon avenir, il s'écrivait pas forcément fait à l'étranger. Ok. Et du coup, comme je me voyais quand même de base en France, quand on ne sait pas quoi faire, la voie réelle, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, dites-le. Médecine? Non, Serrurier? non plus. École de commerce? Exactement, c'est Ah, les écoles chaud. de commerce. Donc, moi, j'y suis plus allé en disant, voilà, je vais aller là-bas, je ne sais pas trop ce que je vais faire,
je savais déjà que par exemple le marketing, ça m'intéressait peu. Donc c'était plus la finance. Et puis voilà, non, c'était vraiment aller en école de commerce pour me chercher. Je me disais, au moins, ça me permet, entre guillemets, de ne pas me fermer de porte. C'est-à-dire que quand tu fais une école de commerce et qu'il plus étape 10, voilà, tu peux un peu faire tout, bifurquer vers tout. Tu as aussi l'aspect réseau. Ouais. J'ai toujours eu un peu ce côté extraverti, ce côté aimer être au contact de l'autre, c'est un peu cette aisance relationnelle. Et l'école de commerce aussi, c'est l'endroit parfait pour soit l'exacerber ou soit la développer, quoi. Ouais. Donc, Ok. Ok. Et du coup, ton arrivée en école? pétard. Non, bah déjà, pourquoi Schema c'est vrai que moi, donc j'ai fait un concours AST. Ouais. J'avais pas... T'as fait quoi avant Excuse-moi. J'ai fait l'Université catholique de Lille. D'accord. Donc en fait, pour vraiment faire ça de manière succincte, j'ai fait un bac ES, option Sciences Po, que j'ai kiffé. Ensuite, j'ai fait 2 ans de double cursus. Donc entre guillemets, la matinée, j'avais des cours de économie-finance. Et l'après-midi, il y avait du coup des cours préparatoires justement au concours AST. Donc anglais, tâche-mage et tout ce qui était préparation aux entretiens. Donc pour permettre à savoir... bien faire un CV, savoir aussi bien se vendre, bien se marketer. Je pense que c'est ça aussi qui a un peu développé je dirais pas mon éloquence, mais mon aisance sociale orale. Ouais. Parce qu'on avait, on avait des super bons profs. Et de ça, j'ai fait du coup les écoles. J'ai passé Kedge, Neoma et Schema. Avec comme target Schema. Schema, ouais. Vraiment déjà, pour 2 raisons. En finance, ils avaient un master que je targetais en gestion des risques. Ok. Parce que j'avais toujours un peu la gestion des risques dans le pipe. Quand je me suis un peu plus intéressé à la finance, c'est plus la gestion des risques qui m'a parlé. C'est vrai que ma mère, c'était trader. Je pense que Ta c'était... mère est trader? Non, mais en fait... Vous voulez que tu fasses trader? Exactement. Ouais. Quand je lui ai parlé de finance, en plus c'était 2017-2018, c'était un peu l'émergence de le loup de Wall Street. Ouais. Ok. Voilà, donc c'était un peu le métier qui avait le vent en poupe. Ouais. Et non, moi je me suis très très vite tourné vers la gestion des risques. Et ce qui m'a en fait une spécialisation en gestion des risques. Donc ce qui est particulier avec Schema, c'est que pour entrer dans l'école, il faut faire un CV projectif. Ouais. Oui. Donc du coup, tu es obligé de regarder les masters, obligé de regarder les voies, les débouchés. Et le fait d'avoir fait ça, c'est ça. Et le fait d'avoir fait ça, du coup, je me suis dit, Choqué. je pense que par rapport à ce que je veux, c'est Schema ce qu'il me faut. Et ensuite, quand de fil en aiguille, je me suis plus dit, j'ai aussi envie de voyager, de découvrir le monde. Schema, pour moi, est la meilleure école dans ce domaine-là. Donc la synergie des deux a fait que c'est l'école que j'ai choisie. Et aussi, je l'ai eu. Ok. Donc, Bravo. Merci beaucoup. Risk management, qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que moi, je trouve ça particulier. J'ai eu des cours de risk management. J'ai choisi. Qu'est-ce que c'est, Ouais. risk management? Là, vous me posez une colle. Je vais essayer de l'expliquer de manière assez simple. Vas-y. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est ou le pourquoi? Qu'est-ce que c'est d'abord? Ouais. Ouais. En fait, la gestion des risques, donc je vais vous prendre comment elle se constitue dans une banque, parce que la gestion des risques, comme vous pouvez vous en douter, elle est présente un peu partout. Parce que dans chaque activité, dans chaque process, il y a un risque inhérent qui va être relié à ça. Ouais. Donc par exemple, dans une banque, il y a 3 lignes de défense. La première ligne de défense, c'est le business, c'est le métier. Donc en général, c'est le front office. Ok. Donc ça va être tous ceux ça va être les banquiers, donc banquiers, relationship managers et les traders. Donc il y a une multitude de métiers en fait qui, de par leur business et leurs activités, vont prendre des risques. En fait, risque fait partie des fonctions régaliennes. Donc ça, c'est la seconde ligne de défense. Donc il y a par exemple finance, compliance, risque, et je pense que j'en oublie une. Et en fait, et la troisième ligne de défense, c'est l'audit interne. Donc qui est censé aussi contrôler à la fois ce que fait la première ligne et la seconde ligne. Et pourquoi risque? L'histoire, elle est drôle, c'est que quand je me cherchais, je sais plus exactement le site, mais j'ai tombé en fait sur un moteur de recherche qui permettait en fonction de... Quand tu rentres des mots-clés, ça te sort des métiers. Ok. Tu vois, Ouais. Donc en fait, j'avais mis aisance relationnelle, chiffres, argent. Il y avait déjà pu le deviner. il y avait déjà ça à l'époque. Donc voilà, j'avais mis une multitude de mots-clés, ça m'avait sorti 2 métiers. Ok. Actuariat et risque. C'est un peu la même chose, mais actuariat, C'est c'est ça. dans l'assurance et risque, c'est en banque. Exactement. Donc au début, j'avais fait des recherches sur l'actuariat. Et l'actuariat, en fait, ça va être un peu bizarrement dit, mais j'avais peur de par les commentaires et les retombées que j'avais eu sur le poste, sachant que j'ai un oncle qui est actuaire, d'être un peu, entre guillemets, un nerd. Dans la mesure où quand t'es actuaire, t'as pas trop de contacts, c'est pas une fonction centrale. Ouais. T'as pas de mission transversale, t'es vraiment, entre guillemets, expert dans ton domaine, tu fais des modèles statistiques, etc. D'ailleurs, les statistiques, j'aimais beaucoup à l'université. Tu fais des modèles statistiques, mais j'avais peur, il n'y avait pas cette aisance relationnelle. Tandis que chez les risques, en fait, le fait que du coup, tu sois l'interlocuteur
avec le top management, avec l'audit interne, avec aussi la première ligne, que tu puisses découvrir les process, savoir les contrôler, les évaluer, les comprendre. Pour moi, en fait, c'était vraiment le métier dans sa globalité qui permettrait un peu de rassembler, de développer tout ce que j'avais envie d'apprendre, quoi. Ok, il y a le métier de quant aussi. C'est ça. C'est quoi la différence avec le métier de risque? Parce que quant, c'est actuaire, mais en banque, enfin, pour la banque, en gros. C'est quoi la différence avec le risque? Est-ce que c'est intégré dans certaines fonctions du risque? Non, après le risque, en fait, c'est que déjà, tu as plusieurs typologies de risques. Ouais. Donc, par exemple, si je prends le département dans lequel je suis, tu as le risque opérationnel, risque de crédit, risque de marché et de contrepartie, risque de liquidité. Ouais. Tu as aussi tout ce qui est lié à la protection des données. Et aussi, tu as aussi risque CO. Donc, par exemple, c'est le département dans lequel je suis, où ça, c'est toutes les missions transversales. Donc, tu as aussi les projets. Parce que ça aussi, c'est peut-être un sujet qu'on va aborder, mais tout ce qui est lié au projet, transformation, vers réglementaire, tout ce qui est lié au changement, ça amène des risques. Aussi, il y a toujours des nouvelles typologies de risques qui entrent en compte. Les risques TIC, donc c'est les risques de technologie, information et communication. Parce que c'est vrai que là, depuis, on va dire 15-20 ans, il y a des systèmes, des nouvelles applications qui sont mises en place. Mais il y a aussi, en contrepartie, par exemple, beaucoup plus de scams, beaucoup plus de phishing. Donc, pouvoir, entre guillemets, voir est-ce que les systèmes de la banque ils sont robustes, est-ce que voilà, et tout ce qui est l'aspect cybersécurité qui est émis par la première ligne, est-ce que tout ça est robuste et en conformité avec ce qu'attend le groupe et aussi toutes les lois et les directives qu'ils ont mises en place par le régulateur. Ça, c'est généré par risque. Donc honnêtement, là, je te parle vraiment dans l'aspect banque. Je sais que voilà, si par exemple, tu es risque analyste pour une boîte de trading en matière première, ce sera totalement différent. C'est pas le Ou même pour métier. un hedge fund. Si par exemple tu es dans un hedge fund, là ce sera plus des quantitative traders qui vont voilà, faire des modèles algorithmiques, statistiques pour automatiser certaines opérations, certaines exécutions de marché. Donc aussi en fonction de ton domaine, le risque il n'est pas du tout le même. Par exemple, chez Decathlon, il y a aussi justement sûrement un département risque. Le risque il est vraiment présent partout. Pas que en finance. Ok. Et du coup, comment tu as orienté ton parcours par rapport à ce choix-là? Tu veux faire du risk management, tu as Schema. Est-ce que tu as déjà un plan à ce moment-là, par exemple, déjà un plan de vie, est-ce que tu l'as à ce moment-là? Et si tu l'as pas, est-ce que tu t'es construit un plan pour te dire, bah ok, je vais passer par telle étape, et comme ça je vais atteindre le poste que je veux, qui est risque analyste dans une grande banque? Le plan de vie, il était déjà présent dans la mesure où faire carrière en risque. Déjà, ça c'était le premier truc. C'est-à-dire que j'avais pas forcément déjà cet aspect-là, vraiment devenir millionnaire, etc. C'était plus déjà... J'ai envie de faire du risque, ça m'intéresse, comment faire. Père cardiologue, mère auditrice, donc pas forcément de piston dans ces milieux-là. Donc, je me suis d'abord posé la question, comment faire. J'ai vu que c'était soit avoir une première expérience en risque, et comme tu l'as dit, je dirais pas que c'est un métier de niche, mais c'est pas, quand on parle de finance, en tout cas, c'est pas du tout le métier qui est mis en lumière. C'est pas du tout le métier qui est mis en lumière. J'ai jamais entendu. Tu vois ? Alors que pour moi, c'est, comme je l'ai dit, c'est une fonction régalienne, c'est vraiment une fonction centrale et très très importante. Et du coup, il fallait donc soit que j'ai un piston, soit sinon que je passe par l'audit. Donc le fait que ma mère soit auditrice, bah voilà, déjà en étant petit, j'allais la voir au bureau, etc. Je voyais déjà un peu l'environnement des cabinets d'audit. Je comprenais vraiment de manière, on va dire, légère, mais un peu ce qu'elle faisait, en quoi ça consistait le poste d'auditeur. Et c'est pourquoi bah, déjà, chez Mazars, c'est ce que j'ai fait, de l'audit financier. Que j'ai pas kiffé, mais je l'ai expliqué pourquoi. Mais tu vois, mais je l'ai fait. Et justement, j'avais vu qu'après avoir fait cette expérience-là en audit, ça pouvait m'ouvrir la porte du risque, et chose vraie, parce que dès que j'ai eu cette expérience-là, une fois que j'ai postulé chez Monde Rothschild, Risk management. Ah, monsieur, vous avez fait de l'audit? Oui, voilà, et ça m'a ouvert des portes, et aujourd'hui, j'en suis là, quoi. Ils l'ont dit avec cette voix-là. Plusieurs choses là-dessus. Déjà, comment tu obtiens ton stage chez Mazars, premier lieu? Alors chez Mazars, ténacité. Ok. Ténacité dans le sens où c'était juste avant le Covid. Donc c'était mon premier stage de césure. Donc le Covid arrive. Je me dis, j'ai pas du tout envie de rester en France. Et c'est vrai que depuis quelques mois, j'avais du coup cette volonté de découvrir l'étranger, découvrir le monde. J'avais pas forcément des destinations très précises en tête. Mais je savais que moi, couvre-feu, etc. Non, no way, c'était pas du tout pour moi. Et comment de base, moi, je suis quelqu'un très candidature spontanée. Ok. C'est-à-dire que honnêtement, pour moi, c'est ce qui marche. Pour moi, c'est ce qui fait la différence. Enfin, du moins, ça a toujours marché pour moi. C'est un peu mon milestone. Je dirais pas ma botte secrète parce que c'est pas un secret de polichinelle, mais en tout cas, ça marche. Donc, ceux qui ont l'appétence pour le faire, faites-le. Il y a une offre, il n'y a pas d'offre, je m'en fous, je postule. Exactement. Ok. Et
Excuse-moi, non, dis. t'aurais des tips pour faire une bonne candidature spontanée? Peut-être t'as un petit secret particulier, tu veux pas le donner? Le faire. Ok. Il n'y a pas de mail type, Non, d'attente non, particulière. Non, juste le faire. Parce qu'en fait, c'est que les gens, ils ont pas du tout cette audace-là, en fait. Ouais. Hmm. Et ça veut dire que, honnêtement, juste le fait de le faire, tu te différencies. Ça veut dire qu'après, tout dépend de ton aisance relationnelle, mais Mhm. honnêtement, les gens, ils sont curieux. C'est-à-dire que parfois, les personnes, ils sont au travail, 14h, ils viennent de boire leur café, ils reçoivent un mail de Kémil. Ils ouvrent, au début, ils peuvent paraître ça bizarre parce que première question, où est-ce qu'il a trouvé mon mail? Deuxième question, je le connais pas. Ok. Qu'est-ce que vous feriez? Vous appelez la personne. Et après, une fois que tu appelles la personne, en général, je dis pas qu'il y a un feeling qui se crée, mais déjà, la relation, elle est différente qu'une personne qui est poussée par la RH. Tu as vraiment envie d'en savoir pourquoi la personne, elle a postulé, comment la personne, elle a fait pour trouver ton adresse mail, ton profil, et aussi, ça en dit long. Ouais. Comment C'est-à-dire- t'as fait pour trouver? Comment j'ai fait? Bah, pour Mazar, ça n'a pas été candidature spontanée. D'accord. Si je reviens sur ça, ça a été en fait juste, je suis allé sur le site carrière, Mhm. j'ai fait off-parole. Donc vous voyez, parfois, vous allez sur des sites, les process pour s'inscrire, déjà, ça fait mal à la tête. Il y a 85 clair. pages d'offres. Je suis allé jusqu'à la 85e. Quoi? Et c'était la dernière. Non. Si, Tu les as toutes faites? toutes. T'as postulé à toutes? Un par un. Le volume. Non, le volume. Ouais, le volume est dans plein de Le volume. T'as postulé à 85 offres de Mazar. Non, j'ai pas postulé à 85 offres, mais il y avait 85 fiches Ouais. et je les ai toutes faites. Parce qu'en général, tu regardes un peu, tu filtres. Non, moi, je faisais une par une. Et l'offre en Martinique, parce que du coup, c'était en Martinique chez Ok. Mazar, c'était la toute dernière. Enfin, c'était vraiment le Ah, type t'as d'offre. postulé à une seule, mais tu les as toutes. Non, j'en ai fait plusieurs, mais ok. celle que j'ai trouvée, Ok. c'était la toute dernière. Ok. Et, D'accord. je sais déjà qu'il y a énormément de gens Ah, qui ils seraient pas. ils seraient ok. pas du tout allés Oui, ils jusqu'à seraient là. jamais arrivés Ouais. jusqu'à. Jamais Ouais. Ouais, ils voient les trois premières, les intéressent, ils Exactement, postulent, et puis exactement. c'est tout. Exactement. Ok, ok. Ok. Donc c'est dans ce sens-là. Et t'as combien de candidatures du coup à ce moment-là où tu cherches des stages? T'as parlé de volume, t'en as fait beaucoup, tes teams, 200 candidatures. Mais Et... plus. Ah ouais? Ah, mais plus. T'as envoyé combien de candidatures dans ta vie, tu penses? Plus de 1000, sûr. Plus de 1000. Ouais, plus de 1000, sûr. J'ai pas un Excel, je sais que mon meilleur ami, il a un Excel. Ouais. Moi, j'ai pas fait ça, mais plus de 1000 sûr. Mais moi, je reçois. Enfin, là, du coup, je postule plus. Mais je recevais des refus en néerlandais, en italien, ouais, dans toutes les langues. Je devais utiliser DeepL pour comprendre les messages. Non, ok. honnêtement, ouais. Moi, j'ai toujours été le Ok. volume. Le volume, quand la chance n'existe pas, c'est le volume. Comme- C'est-à-dire que. Moi, La plupart de ceux qu'on reçoit, C'est ils vrai, il y a nous disent toujours j'ai cette envoyé barre 200 ensemble de volume. candidatures, Non, c'est surtout le- dans les métiers finance, conseil, etc. Non, c'est T'as le pas le volume. choix. C'est le volume. Le volume, par contre, ça veut pas dire choisir n'importe quoi. Mhm. C'est pas non plus, entre guillemets, parce que tu as vraiment envie d'entrer dans une top entreprise, non plus être pris pour aller faire les photocopies ou l'accueil. Ça veut pas du tout dire ça. Bien que je dénigre pas du tout ces Non, fonctions-là. Oui. Mais il faut pas du tout se laisser de limite. C'est-à-dire qu'au début, pour moi, j'étais de base très cabinet. Mhm. Après, du coup, je me suis aussi ouvert aux banques. Enfin, je me suis aussi ouvert à tous les métiers où le risque était représenté. Ok. Mhm. Donc c'est vraiment comme ça que moi j'ai abordé la chose. Et... Parce que je me disais, il faut que j'ai une expérience en risque. Je me disais pas, ah non, ça doit être forcément une banque d'investissement. Non, non, moi c'était vraiment avoir une expérience en risque. Et, Ok. Mais il y a certaines structures, certaines banques ou certains cabinets qui demandent à postuler à une seule offre ou parfois 3 offres. Genre, il y a des. Moi par contre, le petit truc que je faisais, c'est que quand vraiment je veux une entreprise, par exemple le département risque, parce qu'en général c'est ça qui m'intéresse, je postule en risque. Mais par contre, de manière vraiment volontaire, je postule aussi à d'autres départements. Mhm. Pour que, au pire, si un des départements m'appelle, ah bonjour monsieur, vous avez postulé. Oui, et en fait, est-ce que vous pourriez passer mon CV, ou du moins, le fait que la personne me réponde, j'ai la composition de l'adresse mail. Ouais. Ok. C'est-à-dire que si par exemple la RH, IT ou autre me répond, je vais sur LinkedIn, bah, je regarde les personnes de risque. Mhm. Si tu t'appelles Boris Rabo, boris.rabo@com, bah du coup, candidature spontanée. Mhm. Tu viens de Ok. décrocher Donc- un nouveau job. Non mais ça, non mais c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, Non, mais c'est j'arrive à parfait. mes fins. Ouais. Ouais, ok. Je vois. Donc, Et donc pour ton stage à Mazar, ton premier stage, du coup, 6 mois. ouais, c'est ça. 6 mois, ok. T'étais payé combien en tant qu'auditeur chez Mazar en stage? Si tu te souviens. 1500 environ. Ok. Ouais. Donc c'est stage. ouais, tout premier. Ça va. Ouais, honnêtement, enfin très très bien. Tu t'es fait un petit kiff avec les 1005. Alors, est-ce que tu t'es dit premier vrai salaire pour toi? Premier salaire. Ouais. Ouais. Petit kiff ou pas spécialement? Non, déjà à ce moment-là, en fait, comme je savais qu'à Schema, je voulais partir à l'étranger, Ouais.
je commençais déjà à mettre de côté en fait. Ah oui, ok. D'où ça devient c'était, puisque on va voir que c'est très présent chez toi. D'où ça devient ce côté mettre beaucoup de côté. Moi, j'ai plein de potes qui sont allés en stage. Quand ils disaient j'ai de l'argent, je vais mettre de côté tout ça, dans les faits, ils claquaient tout. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis à chaque fois, je vais mettre de côté? Bah, comme je disais déjà en début d'entretien, déjà je suis quelqu'un d'assez simple. Ça veut dire ça veut pas dire que j'ai pas de passion, pas de loisirs, etc. Mais par exemple, en général, les gens ils claquent beaucoup dans quoi? Dans tout ce qui est le vestimentaire. J'aime bien m'habiller, mais je vais pas forcément acheter un t-shirt Balenciaga ou Philippe Plein à 700 €. Ça, c'est pas forcément mon kiff. Les plats, c'est chez nous. Exactement. Donc, donc déjà, il y a cet aspect-là. Et en fait, je sais pas, j'ai toujours été ça depuis très petit, un peu rêveur. Et toujours, parfois même, je pense, à excès, mais toujours eu ce truc de penser à demain. D'accord. Et en fait, je pense que le truc de penser à demain, même sans forcément savoir ce que j'aimerais faire demain, c'était pas forcément pour me sécuriser, parce qu'en général, c'est etc. Pas forcément pour ça, mais je pense que c'est ça qui a fait que j'ai toujours mis un peu de côté et j'ai toujours su bien aussi gérer mes sous. Pensez à demain, parce que souvent, désolé, je Non, pose un petit peu, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir, on est là pour ça. Hein. T'hésites pas à me dire s'il y a des questions qui sont trop indiscrètes ou quoi que ce soit. T'inquiète, y a pas de Tu souci. sais, des fois, ça peut venir de ton éducation, bien de quelque chose que tu as vécu, tu sais, cette volonté de se sécuriser, de penser à demain, parce que tu as beaucoup de gens qui sont dans une vision carpe diem. Tu vois, non, là, typiquement, l'argent, c'est fait pour être dépensé, donc, tu vois. Donc, toi, est-ce que tu saurais dire ou pas est-ce qu'il y a quelque chose qui déclenche ça chez toi? Bah, en tout cas, je sais que c'est pas forcément lié à, ma famille, parce que j'ai grandi dans un très très bon environnement. Enfin, mes parents, ils m'ont toujours, entre guillemets, donné, j'ai pas envie de dire ce que je voulais, ce que je méritais. On va plutôt le tourner comme ça. Non, c'est pas forcément plus pour l'aspect sécuritaire, c'est quand même ce que je t'ai dit, j'ai toujours eu un peu cet aspect rêveur. Et je me suis dit, pour avoir le droit de rêver, il faut avoir le choix. Et pour avoir le choix, il faut avoir de l'argent. C'est ça. Donc en fait, de fil en aiguille, c'est un peu genre le process qui s'est déroulé. Et ça, j'ai compris ça très très jeune. D'accord. Comment? Non, j'ai dit d'accord. Ah, d'accord. non, oui, ça, j'ai compris ça très très jeune. Et une fois que j'ai compris ça très très jeune, je me suis dit, bah, c'est la chose à faire. Et surtout, j'avais vu que Warren Buffett, il avait toujours dit... Ah, il est toujours là, lui. Hein. Non, il avait toujours dit, le plus important, c'est de commencer jeune. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont là, oui, non, mais il faut attendre 30-35 ans, que je puisse mettre 2-3 000 € de côté. Déjà, à ces âges-là, en général, c'est là où tu fondes une famille, pour ceux qui ont le souhait. Donc, c'est pas la période idyllique pour épargner. Et historiquement, même par exemple, on va en parler de manière plus détaillée après, mais même en termes de crypto-monnaie, c'est beaucoup mieux, par exemple, depuis ces 10 ans, de mettre 100 € par jour de côté, tu vois, que d'attendre, par exemple, 50 ans et de dire, ah, je mettrai 50 000 € d'un coup. Ouais, tu fais du DCA. Exactement. Ouais. T'as un holder. Exactement, très très longue. Ok, donc un petit peu. Donc t'as dit que l'audit, par contre, c'était ta voie d'entrée vers le risk management. Enfin, risque, plutôt. Il y a différents métiers d'ailleurs. C'est pas que manager en risque, il y a différents types de moi, postes, par exemple, moi, je suis analyste, après, tu as manager, et après, tu as le CRO. Donc, c'est le Chief Risk Officer. Donc, c'est vraiment le top management. Ok. Et donc, tu as dit que c'était ta voie d'entrée là-dedans, mais que tu n'avais pas apprécié nécessairement l'audit. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas apprécié? Qu'est-ce que tu faisais en audit et qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? Bah, audit financier classique, donc j'avais des cycles. J'aime bien le rire. Classique, hein, audit financier. Oui, non, audit financier, voilà. Honnêtement, je pense que tout le monde sait. Non, moi je sais pas. Tu sais pas du tout ce que c'est l'audit? Non, on va dire que je ne sais pas. Ah, d'accord. Non, je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui savent pas nécessairement concrètement ce que c'est. Audit, ok, tu vas faire de l'analyse tu vas auditer une boîte sur... C'est ça. C'est ça, donc tu vas auditer une boîte, donc en fonction de la boîte, tu mets un point d'accès, sur différents comptes. Donc moi, je sais que j'auditais tout ce qui était les fournisseurs, tout ce qui était la trésorerie, j'avais ces cycles-là. Ce que je trouve, entre guillemets, intéressant, c'est que ça donne des qualités interpersonnelles très très intéressantes. Ah oui, donc avoir un esprit critique. Donc il faut être en mesure, à 20-21 ans, d'aller voir quelqu'un qui a 50 ans, ça fait 30 ans qu'il fait son métier, il te décrit les process et lui dire non, là t'as faux. Ah oui, ok. Donc c'est ça, donc, vraiment avoir un esprit critique sans forcément avoir non plus l'expérience, donc ça te met dans une position délicate, mais c'est ce qui est aussi... C'est formateur. Exactement, très très formateur, je trouve, sur ça. Qu'est-ce qu'on disait? Mec, non, tu cherches juste des bons points d'audit, mais t'arrives pas là. Non, donc il y avait ça par rapport à l'audit. Donc aussi développer son esprit critique. Donc ça aussi c'est très très important. Après ça aide aussi sur Excel. Et tout.
À la rigueur, je pense aussi c'est pour ça qu'en général, quand tu fais de l'audit, tu peux faire aussi bon nombre de métiers. Ouais. Parce que moi, je trouve que le métier que tu fais te formate, entre guillemets, aussi dans la vie de tous les jours. Ton caractère, comment tu es aussi avec les personnes et autres. Et en général, quand tu fais de l'audit, on sait que voilà, tu es quelqu'un d'assez carré, d'assez méticuleux. On sait que voilà, tu peux t'asseoir pendant 3 heures, regarder un Excel, ligne par ligne, comprendre chaque process, chaque truc. Et en J'ai pas général, rêvé dit comme ça. Tu peux t'asseoir pendant 3 heures, regarder un Excel. Et pourtant, tu vois, on a reçu Anna, donc, qui était passée par l'audit. Donc, on l'a reçue il y a quelques semaines. Et elle nous avait dit qu'elle avait bien aimé parce que c'était plongé dans la compréhension stratégique d'une boîte d'un point de vue financier. Par ses finances, tu vas avoir un angle de vue stratégique de l'entreprise et elle avait trouvé ça intéressant. ça l'est aussi. Après, ça, tout dépend aussi du type de mission qu'on te donne et comment t'onboarder aussi sur le poste. Quand vraiment tes premiers stages de césure auditeur junior, c'est le b.a.-ba. Parce que par exemple, ma mère qui est auditrice, elle est senior. Donc c'est-à-dire que déjà, quand tu n'es plus dans l'opérationnel, c'est une approche totalement différente. Mais là, moi, je vous parle vraiment de l'aspect prod. Ouais. C'est formateur. Et toi, qu'est-ce que t'aimais pas dedans? Honnêtement, Il me semble qu'Anna, elle avait dit qu'elle avait l'impression d'être un peu que sur son ordinateur ingénieur, en fait. Ouais. bah, il y avait ça. Après, moi, du coup, entre guillemets, ce que j'aimais, c'était d'aller voir le client. D'accord. D'aller voir le client, d'essayer de comprendre déjà la société, parce qu'en général, c'était des sociétés dans des secteurs que moi, je connaissais pas du tout. Ça pouvait être pour la Martinique. Pour la Martinique, c'était, par exemple, j'ai pu auditer l'aéroport, j'ai pu auditer aussi la société maritime. Donc, voilà. Est-ce que t'as pu auditer la poste? Non, T'aurais dû, apparemment. Non, il n'y avait pas la poste. Elle était fermée. Non, j'avais attiré les foudres du pays. Alors, vas-y, continue. Non, donc voilà, c'était pour moi des secteurs que je connaissais pas du tout. Donc ça, c'est vrai que c'était intéressant. Donc voilà, aussi d'avoir ce contact client-là. Après, Pas être très stimulé, quoi. non, je trouve que voilà, quand tu es dans la pote, tu n'es pas très stimulé. C'est aussi très hiérarchisé. Ouais. C'est-à-dire que c'est J1, J2, J3. Bon, tu peux faire des jumps, mais c'est franchement compliqué. Donc il y avait aussi vraiment cet aspect très très hiérarchique qui me dérangeait. Après aussi, de manière générale, je suis pas du tout là pour taper sur Mazars, mais les cabinets, ils ont leur réputation. Donc voilà, il y a aussi ça. Et en l'occurrence aussi, je trouvais que l'équilibre vie pro, vie perso, la frontière, elle était très très fine. Ah ouais, tu dirais que t'avais un moins bon équilibre Ouais. pro-perso chez Mazars en audit que chez la... Ouais, largement. Ouais. Ah ouais. Pourquoi? Après, peut-être que chez je pense que je suis tombé aussi dans un département, une équipe incroyable. Je pense aussi il y a ça aussi qui joue beaucoup. Mais je dis pas non plus que chez Mazars c'était mauvais, hein, mais je sais que je m'en souviens, c'était... Enfin, il y avait un type de blague du style, peut-être 18h, tu te lèves, et, ah ouais, T'as fait ton après ouais. Le classique. Ouais, moi ça me faisait pas rire, tu vois. Une baffe. Ouais, non, mais moi ça m'amusait pas du tout, tu vois. Ok. Donc ouais. Ok, bon, bah on avance un petit peu. Ouais, t'as enchaîné ensuite sur un second stage chez Edmond de Rothschild où là t'as pu enfin toucher au risque C'est ça. management, risque analyse. C'est ça. Pareil, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as aimé direct? Top. Déjà dès l'entretien, super manager, Wahib, si tu regardes cette vidéo. Très très bon manager. Luxembourg aussi, un pays que je connaissais absolument pas. Ah ok. Donc C'était drôle, c'était au Luxembourg. Super équipe, vraiment équipe réduite, mais très très humaine, très très aussi qualitative. Et un conseil que ma grande sœur m'a donné, elle m'a toujours dit que quand tu fais un métier, surtout comme nous, quand nous sommes très jeunes, c'est important en fait de pas du tout se spécialiser directement. C'est-à-dire de vraiment aussi se laisser le choix, parce que quand je dis que je fais du risque, je suis pas affilié au risque de crédit ou au risque de marché. Même là chez j'ai une fonction très transversale, mais du coup tu vois une pluralité de sujets. Et pour moi ça permet en fait déjà de comprendre de manière holistique qu'est-ce qui se passe dans la banque, et aussi d'être polyvalent. Par exemple, moi je sais que c'est ça que j'affectionne, et c'est ça qu'en fait j'ai découvert chez Edmond de Rothschild. Donc 5 mois. Et très très bien. Ouais. Ok, même question que pour Mazars, c'était quoi ton salaire chez Edmond de Rothschild en stagiaire, risque analyste? Ça c'était un peu plus de 2000. Ça a été pumpé avec le fait que j'ai eu la bourse Erasmus. Ok. Donc je sais plus exactement quelle était l'allocution de chez Edmond de Rothschild, mais en tout cas c'était un peu plus de 2000, et là j'ai pu bien coffrer. Ok. Parce que juste après c'était l'Afrique du Sud et Ok. Et tu l'as eu comment ce stage-là, Edmond? candidature spontanée. Ah, c'est celui-là, candidature spontanée, Edmond de Rothschild. Ouais. Ok.
Et ça, du coup, le fameux, comme tu nous expliquais, l'appel pour savoir comment tu as eu mon mail, etc. Edmond Rothschild, c'était particulier parce que ça, j'ai pas vu ça chez beaucoup de boîtes. Parce que Edmond Rothschild, ça a toujours été un peu pour moi des boîtes mystérieuses. C'est-à-dire que tu connais, mais tu connais pas trop. Je Déjà, connais juste de nom. c'est ça, déjà, J'ai les vu gens. Parce que moi, beaucoup j'ai C'est quoi de- la des différence de- avec Rothschild déjà? déjà, Pas la même t'as Edmond Rothschild et Rothschild & Co. Donc Ouais. Rothschild & Co, ça va plus être, on va dire, vraiment corporate finance. Ouais. Donc t'as l'aspect corporate finance, tout ce qui est vraiment banquier d'affaires. Et chez EDR, ça va plus être WM, Wealth Management, donc tout ce qui est gestion de fortune. Donc ça, Ok. déjà, c'est deux entités qui seront distinctes. Au Luxembourg, je dis pas qu'il y avait un peu des rivalités, Ah ouais mais ouais. Ouais. Genre moi, je voyais pas du tout le truc comme ça, mais pense pas que quelqu'un de chez EDR et de chez Rothschild & Co, parce que c'est entre guillemets le même nom, c'est frères et sœurs. Ok. Dans D'accord. le sens où je sais pas si vous connaissez déjà l'histoire de Rothschild, mais de base c'était des frères qui se sont splittés. Il y en a qui ont créé leur office en Suisse, t'en as à Londres, t'en as en France, et du coup c'est un peu ça l'histoire de D'accord. Ok. connaissais comment dire. Donc ça. Et t'en disais quoi déjà? Tu parlais de la candidature spontanée, tu as C'est dit que ça. c'était particulier chez Edmond. C'était particulier parce que du coup je voyais pas beaucoup d'offres. Pareil, je connaissais pas beaucoup de personnes qui étaient là-bas. Il y avait une alumni de Schema. D'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup mentoré, qui avait fait un stage là-bas. Donc c'est un D'accord. peu elle aussi qui m'a mis en lumière Edmond Rothschild, les activités sous-jacentes qui se passaient là-bas. Et chez Edmond Rothschild, en fait, il y a une rubrique candidature spontanée. Ok. Donc là, j'étais passé par là directement sur le site, mais j'avais fait une candidature spontanée. J'étais pas allé chercher un mail. Enfin, elle m'avait donné un contact. Malheureusement, ça n'avait pas abouti. J'avais pas eu de retour. Mais j'étais passé par ce biais-là. Et ouais. Ok. Et du coup, c'est une entreprise que tu recommandes parce que, comme tu disais, 100%. on ne connaît pas ou c'est un peu opaque. Enfin, moi, je sais que à l'époque, sur Job Teaser, je voyais plein d'offres d'Edmond Rothschild, mais je savais pas ce que c'était, vraiment pas autant connu, en tout cas, Bah, avec une réputation comme peut avoir Rothschild, Goldman ou les hôtels de boutique. Ouais, non, grosses je banques. recommande 100%. Après, comme je l'ai dit, entre Rothschild & Co et Edmond Rothschild, c'est pas du tout le même corps d'activité. C'est-à-dire que les deux entités, en général, elles font les mêmes métiers, mais on va dire qu'il y en a plus une qui est pionnière et spécialiste dans telle chose et l'autre aussi. Donc c'est Ouais. pour ça, choisissez pas non plus pour le renom, parce que je sais que parfois il y a un peu un débat. Choisissez juste vraiment par rapport à ce que vous souhaitez faire et allez là où... Et ça va t'offrir des portes derrière. Parce que souvent, le calcul qui est fait, c'est ok, je vais aussi aller dans telle boîte parce que je sais que telle boîte va m'ouvrir des portes derrière ou potentiellement un CDI, etc. Donc, Edmond Rothschild peut t'ouvrir des portes vers oui. de- Bah, d'autres juste, grosses banques. juste le nom. Oui, ok. Juste le nom, quoi. On avait justement un débat il n'y a pas longtemps, une petite conversation sur le prestige. Comment tu fais ton choix par rapport au prestige d'une entreprise, etc. Le coût d'opportunité à choisir une entreprise plus qu'une autre par rapport au nom, mais parfois à s'éloigner peut-être de la spécialisation qui t'intéresse et tout. Je sais pas si tu voulais développer sur ce sujet ou... parce que tu as un Peut-être- avis bien précis dessus, c'est pour ça. Ouais, peut-être on y revient tout à l'heure, partie débat, Ouais, et on ouais. avance sur... Parce que sur- je voudrais bien aussi Ouais. participer sur Ok. ça. Ouais. Restez bien, watch time jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. C'est des petits teasings. Du coup, ton expérience à Edmond, elle se passe super bien. Super. C'est ton deuxième stage. Ouais, de CDI. c'est ça. Et donc, tu fais un troisième stage en stage de fin d'études. C'est ça. Cette fois directement en Suisse ou en France? Suisse. En Suisse, Suisse, donc dans le département dans lequel tu es déjà. Exactement. Ok. Donc en fait, c'était du coup stage de fin d'études. Moi, j'ai fait un VIE. Donc j'ai fait Ok. 18 mois de VIE. Donc en soi, ça comptait aux yeux de Schema. T'as un stage de fin d'études. Ouais. Mais en postulant, j'ai pas postulé un stage de fin d'études, on va dire classique, Ok, de d'accord. 6 mois. Ok, ça valide juste ton expérience, mais en Ex- soi, tu as fait un VU. Exactement. Ouais. Exactement. Donc 18 mois de VIE qui d'ailleurs s'est terminé là en novembre dernier. Et Mhm. là, c'est CDD depuis Et- décembre pour un an. Donc Voilà. D'ailleurs, du coup, quand tu arrives chez Edmond Rothschild, donc en risque, c'est ta Mhm. première expérience du risque. Ouais. Tu avais des attentes vis-à-vis de ça. Est-ce que ça se confirme? Est-ce qu'il y a des choses que tu découvres Comment ça se passe? non, bah c'est vrai que pendant mon expérience là-bas, c'est quand même full découverte. Mhm. Parce que du coup, j'avais pas forcément d'attente. La chose, par exemple, différente, c'est que quand j'ai fait mon master en gestion des risques financiers à Schema, du coup, on avait des cours sur certains risques. Mhm. Donc, c'est vrai que là, du coup, ça me permet en fait de, en fonction des activités, retrouver par exemple des concepts que j'ai pu voir à l'école, voir comment ils sont vraiment matérialisés dans la vraie vie. Parce que oui, on vous envoie des modèles, des algorithmes, mais dans la vraie vie, c'est pas forcément ce qui est mis en place. Alors que chez Edmond Rothschild, bah, j'avais aucun track record, je m'attendais un peu à rien. J'étais vraiment là en tant que découverte. Et le fait que, comme je l'ai dit, en fait, j'avais une fonction centrale dans le département et des collègues aussi très disponibles, bah, je pouvais voir comment était géré le collatéral, le risque opérationnel, le risque de crédit.
Ils m'ont vraiment initié au risque, quoi. Ouais. Ok, et du coup, t'as kiffé le risque? Ouais. Ok, forcément, si t'as continué, tu me diras. Comment puisque là, on va arriver sur ton VIE en Suisse chez et après, du coup, ton job, ton CDD aujourd'hui. CDI? CDD, non, CDD. Ouais, CDD, ouais, CDD. Ok. D'accord. Juste avant, Vas-y. il y a une régulière, c'est spécifique à la Suisse. On peut en revenir, mais... on reviendra dessus, ouais. mais oui, c'est ça. Mais je dirais pas spécifique à la Ok. Suisse, mais en tout cas, le CDD est très très répandu en Suisse. Normalisé plus qu'en France. Ouais. En France, c'est vrai que moi, c'est pour ça. personnellement, pour moi, un CDD, enfin, Bah, c'est un contrat qui est précaire. Exactement. Par définition. c'est un mais contrat en précaire. Suisse, je dirais pas que c'est une porte d'entrée, mais en tout cas d'ailleurs, si jamais vous voyez des postes qui vous intéressent en CDD, n'hésitez pas à postuler, Ok. parce que c'est très très répandu. Ouais. Moi, c'est un CDD d'1 an, Mhm. mais en général, quand on vous propose des CDD de 3 mois, de 6 mois, ça peut aussi être vu comme des périodes d'essai. Ouais. Un peu l'équivalent de la période d'essai de 4-6 mois en France. D'accord, ok. Et c'est pas du tout mal vu. C'est-à-dire que même si tu fais 6 mois de CDD dans une entreprise et que tu cherches à aller à une autre, il va pas dire ah non, ils l'ont pris en CDD 6 mois parce qu'il était mauvais. Non, Ouais, c'est Ça la peut- culture là-bas. exactement. Ok. C'est beaucoup plus répandu. Ouais. Alors, j'ai 3 questions. Donc, on va les faire chronologiquement, ou peut-être tu vas me dire dans quel ordre ça vient, mais d'où te vient l'idée d'aller en Suisse? Mhm. Comment tu as recueilli tes informations, etc. C'était pas une volonté première. D'accord. Donc, tu vas... Bah, vas-y. Je garde je Non, note bah- les autres. mais- Du coup, on va rapidement faire le parcours à Schema. Donc, d'1 an et demi à Sophia Antipolis. Ensuite, année de césure, comme là on vient de la détailler. Par la suite, j'ai fait 6 mois en Afrique du Sud. Donc, il y a un partenariat entre Schema et l'université de Stellenbosch. Et, C'était bien. Ouais. Ouais, ce petit sourire. C'était super bien. C'était Ok. super bien. En plus, on Il y a une sortait- anecdote particulière? Une anecdote particulière. En off. Non, bah c'était juste après le Covid déjà. Ok. C'était juste après le Covid, donc il y avait aussi cette impression d'être libéré. Aussi, ça c'est plus peut-être un sentiment personnel, mais c'était la première fois que je voyais l'Afrique aussi belle. Ouais. C'est-à-dire que moi je suis originaire du Cameroun, enfin mes parents viennent du Cameroun, etc. Et quand j'allais en Afrique, moi c'était uniquement le Cameroun. Donc voilà, au Cameroun, la situation elle est un peu difficile, enfin il n'y a pas forcément d'infrastructure, de routes, etc. Mhm. Et là j'arrive, je vois des malls comme en Europe, Ouais. je vois des routes. Enfin, pour moi, c'était incroyable et j'étais fier. Mhm. Et honnêtement, j'étais fier. Donc il y avait aussi un sentiment un peu plus exacerbé à ce niveau-là. Ouais. Et ensuite, après l'Afrique du Sud, retour à Sofia pour 6 mois et, cerise sur le gâteau, fin de semestre au Brésil avec justement la spécialisation en gestion des risques financiers. Ok. Et T'es où au Brésil? à Belo Horizonte. Ok. Donc c'est entre, on va dire, c'est dans le Minas Gerais, c'est un peu une région centrale et c'est pas très loin de Sao Paulo et de Rio. J'ai senti le petit accent là. Ah, J'ai Fala só pouco portugais. Moi, je vais dire que ça, tu vois. Mais donc voilà. Et donc moi, ma volonté première, c'était le Canada. Ok. Ok. Canada, ok. J'étais matrixé. La météo? Ouais. Vraiment faire moins 20. Tellement pas au Ah ouais Canada. Non, De Brésil à Canada. Vraiment. Ouais, non, Toronto, Montréal, je sais pas. Ouais. J'ai toujours surkiffé. Pourtant, j'y suis jamais allé, même en vacances, etc. Mais ça m'a toujours attiré. C'est vrai que je pourrais pas vous dire le pourquoi vibe, spécifiquement. c'est- C'était vraiment Ok, c'était la inspiré, vibe. ok. La vibe et les retours des gens qui y sont allés. Et malgré le froid assez, j'ai pas envie de dire glacial, mais assez. Bon, on peut le dire, franchement. carrément, on peut le dire. Donc, il y avait ça. Et malheureusement, ça s'est pas fait pour des raisons de visa. Ok. Ah, Ça ok. veut dire que. Enfin, il fallait. On appelle ça un stage coop. Donc, c'est un peu quand. Il y a aussi ça un peu aux États-Unis, c'est te faire sponsoriser par ta boîte. Ah oui. Et en général, c'est très très facile parce qu'on va beaucoup voir sur les TikTok, etc., que oui, non, étudier au Canada, trouver des opportunités, c'est facile, certes, mais que quand on est étudiant sur place. Et moi, c'était pas mon cas. Et en fait, le fait que. Parce qu'une fois que j'ai fini Schema, j'ai fait un double diplôme, donc je devais faire mon mémoire. Et en fait, l'entreprise que j'avais trouvée, elle me suggérait de cutter Schema, donc c'est-à-dire ne pas faire mon mémoire et ne pas aller jusqu'au bout. Ok. Donc quand tu vois déjà combien ça a coûté, Ouais. va expliquer ça aux parents. Donc il y avait déjà ça. Et en fait, c'est ça, il me suggérait du coup de m'inscrire dans une université locale. Ok. Et pour justement le fait d'être inscrit dans une université locale, de pouvoir facilement après, soit par Oui. l'État ou soit par l'entreprise, me faire sponsoriser, avoir plus facilement les visas, etc., les permis de travail.
Donc du coup, très gros coup dur. Ouais, Honnêtement, très gros coup dur. Tu targetais une entreprise en particulier là-bas? Bah, les grosses banques, hein, c'était D'accord. National Bank, RBC, c'était plus ça, tu vois. Ok. J'avais pris les 4-5 plus grosses banques, surtout que... Il y avait aussi BNP, je postulais à l'époque quand même à des VIE, c'est une grosse plateforme risque, mais c'était... Et les salaires au Canada en banque, c'est comment? Ça par contre, c'est pas... Bon après, mon benchmark c'est la Suisse, hein, donc tu Ouais. vois, c'est un peu compliqué de... Je dirais pas d'être objectif, mais de trouver mieux, mais en tout cas, c'était mieux que la France. Ouais. Mais par exemple, une ville comme Toronto, les loyers aussi très très chers. Donc c'est vrai que quand je faisais ce calcul de salaire, capacité d'épargne, ça baissait. Ok. Et après, bah, comme vous l'avez vu un peu dans mon parcours, j'ai quand même pas mal bougé. Hmm. Et je suis quelqu'un de très famille. Il y avait aussi, je me disais, c'est-à-dire que épargner quasiment ce que je pourrais épargner en France ou dans des pays vraiment limitrophes, en étant aussi loin, avec tant de décalage horaire. Et- Ouais, c'est intéressant de Quand voir t'arbitres, les critères c'est qui ça, rentrent en compte, c'est ça, qu'il tu n'y a vois. pas que l'argent et qu'il y a aussi C'est ça. du coup le coût de la vie, donc C'est ton ça. pouvoir d'achat, ton pouvoir d'épargne, Mm. et aussi après du coup les considérations perso aussi. C'est ça. Donc après, quand j'arbitrais, je me disais, bon, j'ai pas non plus envie d'aller loin pour aller loin, si je peux me Mm. permettre de dire ça comme ça. Mm. Et du coup, ouais, donc Canada, ouais. D'où te vient à ce moment-là, quand tu comprends que le Canada, c'est pas possible, la Suisse, comment ça intervient? Chercher un pays un peu moins froid, mais toujours, Toujours. toujours froid. Dans la Suisse, du coup, j'avais fait une candidature spontanée parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui s'y prend assez tôt. Mm. C'est-à-dire que je Tout pense comme que- Boris. ça veut dire que c'est peut-être l'audit qui va un peu formater comme ça, mais en général, quand tu cherches des stages en audit, c'est 1 an à l'avance. Ouais. Je pense que même peut-être dans certains cas, je sais pas si toi c'est un C'est peu pareil ça. dans le conseil. C'est ça, ouais, Je trouve ça c'est toujours marrant. fou, en finance c'est pareil. C'est ça, donc minimum 4, 6, parfois 1 an à l'avance. Ouais. Donc j'ai toujours eu l'habitude de, par exemple, avant même de mettre les pieds au Brésil et d'entamer mon dernier semestre, en décembre, pendant qu'il y avait certains qui étaient en train de manger des marrons chauds, moi j'étais en train de postuler. Il y a beaucoup de marrons chauds au Brésil. Non, j'étais en France. Parce Ah, que ok. au Brésil, j'y suis allé en janvier. Et du coup, en décembre, quand j'ai fini mon semestre à Sophia Antipolis, pour les fêtes de Noël, j'ai d'abord fait un passage à Lille. Mm. Et bah, moi, je postulais à ce moment-là. Ouais. Donc, j'avais déjà entamé, par exemple, des discussions avec via des candidatures spontanées. Et c'est vrai que, bah, par exemple, pour la petite anecdote, donc voilà, j'ai trouvé aussi, via l'aide d'une de mes cousines, Gloria, merci encore, qui était là-bas. En fait, bah, du coup, je connaissais la composition de l'adresse mail. Elle m'a aussi donné la contact de la RH IT, que j'avais Ouais. contacté en décembre, Ouais. qui ensuite a transféré ma candidature à la RH Risque, Mhm. qui, elle, m'avait dit « Ah, mais dans le département risque, ils vont ouvrir un VIE. » Donc, le jour où... Parce qu'il faut quand même suivre les procédures, on va dire, Ouais. classiques. Le jour où l'offre sort, tu postules. C'est-à-dire que quand j'ai su le jour, ah, mais il fallait me voir. 5h du mat, Ah oui. direct. Non, mais 5h du mat, j'étais debout. Site carrière, actualisé comme un fou. Et au Ouais, final... comme pour les résultats d'école. Ouais. T'étais à fond. Tu sais, le résultat du bac, t'es là. Le en mec, il mode- a célébré quand il y Non, a le c'est VIE. ah ouais, mais oui. Ah non, mais vraiment. Et du coup, j'ai postulé directement. Ok. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me disais peut-être le fait d'être déjà passé, entre guillemets, par cette candidature spontanée, certes que mon CV allait passer, entre guillemets, dans la machine de manière normale, Hmm. mais je sais que, par exemple, sûrement, soit la RH IT ou la RH Risque avait peut-être notifié, en fait, le département Risque et ma manageuse actuelle, qui sait que, voilà, il y avait déjà quelqu'un qui était potentiellement intéressé. Enfin, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi, c'est des petits détails, mais souvent qui font la différence. C'est pour ça que je dis que, pour moi, la chance n'existe pas, mais en tout cas, elle se provoque. Hmm. De même pour les concours de circonstances. Et ouais, non, du coup, ouais, ça s'est fait. Ça Tu s'est le fait- voulais, tu l'as cherché, tu l'as Ouais. eu. C'est ça. Et comment tu l'as eu alors? On passe sur les entretiens, gros. Qu'est-ce qui a fait la J'avais différence? pas l'argent pour mettre un billet sur la table, donc ni une valise, ni Je autre. me doute bien, mais qu'est-ce qui a fait la différence peut-être par rapport aux autres candidats? Pourquoi ils t'ont choisi toi, à ton avis? Bah, vous pouvez contacter ma manager si On vous lui voulez. demandera. Je vous donne le Droit de profil. réponse, on vous mettra la vidéo juste ici. Non, honnêtement, je pense que ça aussi, j'y crois dur comme fer. Je pense aussi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, le feeling. Hmm. Ok. Le feeling et la manière de tourner le CV. Ça veut dire que moi, j'ai jamais eu peur, même si en finance en général, c'est CV noir, etc. Ouais. Qui va droit au but, pragmatique. Moi, j'ai jamais eu peur de mettre ce que j'aimais à côté, de mettre ce que je faisais à côté. Et notamment, j'avais beaucoup accentué les voyages, ce que ça m'avait apporté. Et en fait, c'est que si je prends vraiment ma manageuse, en fait, c'est que c'est aussi quelqu'un qui est très, très ouvert d'esprit et qui avait énormément voyagé. Hmm. Et par exemple, pendant l'entretien, avant d'en savoir plus sur ce que je voulais et ce que j'avais fait avant,
on a directement parlé de voyage. Et en fait, juste ça, je trouve que ça a créé, en fait, je pense, peut-être que je me trompe, hein, mais un lien, en fait. En fait, je trouve que quand, par exemple, tu vois peut-être 500 candidats à la journée, je ne sais pas si ça a été le cas, là, j'ai dit un chiffre énorme, mais même 30 candidats, le fait que tu as un petit feeling, un petit point d'attache, un petit truc, je trouve que Forcément. c'est ça. Parce que honnêtement, quand tu sors du top 10, mis à part les 3 parisiennes qui sont des outliers, entre quelqu'un de Schema et de Neoma, ou même par exemple entre quelqu'un qui a fait mon master, je suis pas forcément plus intelligent. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas le plus intelligent, mais je suis malin. Je suis malin et je suis opportuniste. Moi, c'est comme ça que je me définirais. Cher avait dit la même chose. Non, Charlie avait honnêtement, dit, il y a les gens intelligents, les gens non, mais c'est vrai. bosseurs et les rusés. Il a Non. dit, je suis pas bosseur, je suis pas intelligent. Je suis malin. Non, je suis opportuniste. Ouais. Je suis très, très opportuniste. Et ouais, non, je pense que c'est aussi... Peut-être que ça s'est retranscrit dans la personne que je suis. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et parce qu'honnêtement, voilà, j'aimerais bien voir s'il y a des études, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui font des candidatures spontanées. Ouais, mais au-delà de ça, ce que tu disais, c'est très vrai. Pour avoir fait passer des entretiens et avoir fait des entretiens aussi, tu vois tout de suite la différence et ça te touche directement entre l'entretien où c'est robotique. Bonjour, je suis telle personne, j'ai fait ça, ok, merci, au revoir. Et celui avec lequel tu vas avoir un vrai échange, une conversation C'est qui n'a ça. rien à C'est voir ça. avec ton métier. Rien à voir. C'est ça. Même dans l'approche, là en ce moment, on est en train de recruter et même il y a beaucoup de gens qui commencent à nous contacter, que ce soit pour venir passer sur le podcast, que ce soit pour proposer des partenariats, etc. On voit directement la différence entre ceux qui sont impliqués, ceux qui ont compris et ceux qui... Entre ceux qui regardent les conseils des podcasts, ceux qui envoient des messages génériques. Non, ça. après, c'est vrai qu'à l'époque, il y a peut-être un an, j'avais demandé à ma manageuse un peu des feedbacks. On parlait en off pour savoir un peu ce qu'elle avait pensé, etc. Elle m'avait dit, bon, ça sent que voilà, pas ton discours est un peu travaillé, mais que justement, de par un peu les classes préparatoires sur comment te vendre en entretien, ça sentait que tu savais dérouler ton CV, que tu étais à l'aise, que tu te connaissais, etc. Mais non, je pense que voilà, c'est un peu les choses qui ont fait un peu la différence. Après, on a aussi parlé des tâches. C'est vrai qu'il y avait certaines missions que j'avais fait chez Edmond Rothschild qui étaient un peu reprises là dans mon poste actuel. Donc, il y avait aussi une corrélation. Après, il y avait aussi l'aspect motivation. Après, je pense être quelqu'un aussi de proactif. Donc, c'est aussi des qualités qui sont à la fois appréciées et recherchées. Ouais. Donc, Ok, voilà, comment je on pense que montre qu'on est motivé dans un entretien pour le job? candidature spontanée. Ah. Non, Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ah, pendant l'entretien Ouais. Non, là, c'était pour rigoler. Là, c'était pour rigoler. Non, je pense que pendant l'entretien, poser des questions. Ok. Poser des questions sur le poste et sur la personne. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai jamais fait forcément, on va dire, pour vraiment attendre, vraiment, entre guillemets, de manière sneaky, de manière faux, pour dire je m'intéresse à elle, parce que ça, dans tous les cas, je pense que ça se ressent. Ouais. Mais tu vois, par exemple... Intérêt sincère. Exactement. C'est-à-dire To win friend. quand, par exemple, tu vois qu'une personne, elle est là depuis 10, 15, 20 ans dans la boîte, on sait que nous, les nouvelles générations, c'est pas forcément quelque chose qu'on reproduit. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des leçons à en tirer. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, première question, ils aiment bien demander pourquoi. Moi, j'ai demandé à la RH. Et toi, pourquoi t'as choisi? Bah oui. Toi, Non, pourquoi Non, mais c'est Très vrai. bien. Parce que j'ai aussi envie d'entendre le pourquoi à l'époque elle l'a choisi et pourquoi aussi elle y Ouais, reste. parce ça que fait la autant de temps Bah qu'il oui. est là et tout, genre. Et soit ça va te motiver, si C'est c'est ça. pas un truc C'est ça. Ouais, forcément Et, vendre sa boîte. et honnêtement, je trouve que ça c'est Alors là, c'est un bon incroyable. type, ça. Ouais, là, il vous Franchement, donne des très bon tips, type, là. c'est non, pépite, hein. ça c'est incroyable parce que et je trouve que hormis l'aspect professionnel, je trouve que déjà de manière générale quand tu t'intéresses à l'autre, il y a un changement. C'est-à-dire que Ça, c'est totalement. vous arrivez chez Uniqlo. Je suis pas sponsor Uniqlo. Vous non plus. Vous arrivez chez Uniqlo, donc il y a un vendeur qui arrive, juste vous lui dites comment allez-vous. Regardez la réaction Ouais. qui va là-haut. Ouais. Ouais, il est choqué. On lui demande jamais. donc, Ouais. Ouais. S'intéresser à l'autre. Et ça change sa journée. Donc je dis pas que le fait que je me suis intéressé au parcours de ma RH ou de ma manager, Non, mais. c'est ça qui a fait que. Mais je trouve que voilà, c'est des petites choses qui aussi créent un lien, Mm. qui créent un échange, qui amènent à l'échange. Parce que l'entretien, c'est un échange. Ouais. C'est pas juste de manière robotique déballer son discours. Après voilà, c'est facile de le dire quand on est à l'aise à parler à l'oral. C'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Mais
En tout cas, voilà, je trouve que... En tout cas, pour moi, je pense que c'est ce qui marche. Et tu as toujours été à l'aise à l'oral ou, comme tu le disais, tu parlais un petit peu des cours que tu as eu quand tu étais à l'Institut catholique. C'est grâce à ces cours que tu es devenu plus à l'aise. En vrai, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire parce que quand je dis ça, les gens ne me croient pas, mais de base, je suis très timide. Ok. Ça, c'est ma phrase. Tu vois, non, Ça, non, c'est non, ma je veux dire- phrase, ça. Non, Je suis pareil. Non, de base, je suis très très timide, mais par contre, moi, ce qui m'a toujours gêné, entre guillemets, c'est les silences. Et ça, de manière très très jeune. Et du coup, Je peux pas t'entendre avec Shannon. Non. et du coup, en fait, je me suis dit, comme pour moi, ces situations-là étaient gênantes, bah pour, comment dire, désamorcer le silence, en fait, il faut amener la discussion. Et en fait, très très jeune, du coup, bah, j'ai toujours été là en disant, bah tu parles, je sais pas, tu essaies de t'intéresser à l'autre, etc. Après, quand la personne ne m'intéresse pas, je suis pas là à gratter. peux faire semblant. Ouais, non, je suis pas non plus comme ça. Mais en tout cas, même de manière dans un groupe, j'ai toujours été plutôt fédérateur que vraiment la personne où, imaginons, voilà, vous êtes tous les deux et que vous venez à Genève et que je vous présente mes amis qui sont présents là-bas. Bah, mes amis qui seront un peu timides et en général ça fait deux clans, je puisse leur dire bah écoutez, voilà, intéresse-toi à Boris, il est comme ça, etc. J'ai toujours eu un peu cette personnalité-là. C'est et relier les gens. C'est ça. Parce que vraiment, peut-être on en parlera de manière plus détaillée après, mais je prends vraiment plaisir Ok. à fédérer, à entre guillemets mentorer. Je prends vraiment plaisir. Ok. Bon, on Et- va s'intéresser à... Tu voulais dire quoi? Ouais, j'avais demandé si c'est peut-être ce que tu allais dire aussi, pour revenir du coup à là où tu en es dans ta carrière, si à ce moment-là, du coup, vu que tu te diriges vers la Suisse, tu as déjà ce plan de vie dont on parlait depuis le début, avec tes objectifs financiers, ou si ça vient encore après. Comment il s'est construit? Comment il s'est construit bah déjà, entre le Brésil et la Suisse, il y a eu ce projet immobilier. Ok. Donc, c'est vrai que déjà au Brésil, parce que avant, voilà, j'ai essayé déjà de faire quelques investissements avec un de mes meilleurs amis, enfin, il y en a, c'était des scams, il y en a, on s'est trompé. Dans tous les cas... Quel type d'investissement, si tu peux dire? Ouais, c'était, peut-être que vous connaissez, un qu'on avait fait, c'était iMarketing. Donc en fait, c'était une plateforme qui au final était un système de Ponzi. C'était une plateforme où tu mettais de l'argent et en fait, tu avais des cashbacks via des spots publicitaires. Enfin, c'est vrai que bon, si ma due diligence, elle avait été un peu plus poussée, j'aurais senti que... Bah non, on n'est pas auditeur. On n'est pas risk manager. Il n'y a pas du gain. Ouais, j'aurais c'est senti. normal, Mais moi en aussi, fait, je me je suis pense fait que, scam. honnêtement, heureusement que je suis passé par là. Oui. Et je préfère, entre guillemets, avoir perdu 500 000 euros à cette époque-là et du coup, me dire, bah déjà, j'apprends à connaître mon profil de risque. Ouais. J'apprends aussi à connaître ma tolérance au risque. Parce que là, je parle de 1000 euros, mais à l'époque, j'en gagnais pas 7, 8, etc. Ouais, c'était beaucoup. C'était énorme. C'était énorme, énorme, énorme. Et du coup, moi, je vois plus ça comme une expérience formatrice. Et... Attends, je suis un trou là. Il disait quoi? On parlait de ton premier projet Oui, immobilier. et c'est ça, et mon Comment premier projet. Donc déjà, j'avais un peu touché à l'investissement, j'avais aussi un peu investi en crypto, mais vraiment de manière solitaire. Bah voilà, c'était Bull Run, où je te dis, on met une pièce, exactement, on suit un peu le mouvement. Pour l'instant, j'avais bien FOMO, j'avais bien FOMO. Mais non, j'avais fait un petit multiple. Après, pas une somme conséquente, mais qui pour l'époque, quand tu gagnes 2-3 000 euros, déjà, c'est quand même pas mal. Donc j'avais déjà cette volonté d'investissement, mais j'avais pas forcément de projet à 30 ans, etc. L'investissement immobilier, il est venu par ma mère. D'accord. Donc, parce qu'elle est venue me voir au Brésil, j'ai eu cette chance-là. Et déjà, mon père, en fait, lui, il est dans l'investissement immobilier. Déjà, dès tout petit, voilà, j'avais déjà, entre guillemets, par le biais de quelques conversations, je suivais un peu ce qu'il faisait, vraiment de manière légère, mais je suis pas tombé non plus dedans comme ça. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, il me conseille. Et ma mère m'a dit, bah, parce que pour me prendre un appart, peut-être on va déballer, mais en fait, il y avait une offre. Donc, c'était prêt étudiant. À hauteur, il y avait une offre BNP Schema. Donc, comme en retail, ma famille, elle est chez BNP depuis... moi, j'ai 25 ans, du coup, ça fait 23 ans. Mes parents, ils sont clients depuis de nombreuses années. Quand on était à Schema, on pouvait avoir jusqu'à 75 000 euros. De prêt étudiant. Des prêts étudiants. Ok. Donc, moi, mes études étaient finies. Et qui plus est, j'ai pas de prêt. Mais ma mère m'avait dit, prends l'argent. Au pire, tu les mets sur des comptes et on sait jamais. Tu peux aussi avoir une envie d'investissement et au moins, les sous seront là. Sachant qu'en plus, à l'époque, les taux d'intérêt étaient vraiment bas, étudiants, etc. Exactement, j'ai eu à
Non, là, je pense que j'avais eu à 1,70. Mais Ah ouais, quand même. ouais, j'avais eu à 1,70. Bah, les 0,8, c'était vraiment début Covid, etc. Ouais, entrée d'école. Exactement, 2019, exactement, c'était tu du vois. 0,8, ouais. Mais je trouvais ça quand même intéressant et surtout aussi la possibilité de faire des crédits différés. C'est aussi D'accord. très important pour constituer un fonds de roulement, une trésorerie, un tampon aussi. Donc j'ai pris cet argent-là. Et c'est qu'après, en rejoignant Leverage Club, que tu connais, Je connais bien. Talk numéro 2. c'est ça, Avec Bastien Puccini, Leverage Club que tu connais, et ma rencontre avec Bastien qui pour moi a changé ma vie. C'est pas fini, mais a changé ma vie. C'est développer le projet immobilier. Et ce qui était intéressant, c'est que aussi mes parents m'avaient fait un peu tout ce qui était assurance vie, etc. Donc déjà, j'avais quelques liquidités de côté. Il y a eu du coup l'obtention de ce crédit-là. Et la Suisse, le VIE. Donc, ces trois choses-là, ça a permis que je me suis très très vite dirigé vers ce projet immobilier-là. Et je me suis dit... Concrètement, c'était quoi le Faire de projet immobilier exactement? projet immobilier, le projet que j'avais de base ou le projet qu'on a construit? Bah, de base, et celui De que base vous avez construit. Donc en stratégie, j'étais pas forcément location longue durée, location courte durée. Je sais que mon père, il est plus dans la location longue durée. Mais en tout cas, parce que d'ailleurs pour mon projet immobilier, j'ai été accompagné donc, par Luxtay Riviera, qui est une entité en fait de conciergerie de tout l'écosystème Leverage Club. Samuel, d'ailleurs, qui gère cette structure. À Cannes. À Cannes, Ça. c'est ça. Et en fait, du coup, il m'a vraiment accompagné. Donc moi, j'avais, entre guillemets, certaines attentes. Donc quand il m'a dit que voilà, il était assez expert dans tout ce qui était le sud, et qui plus est, comme j'étais à Schema, tout ce qui est Villeneuve-Loubet, Nice, Oui. moi j'y vais à Jouan-les-Pins, Antibes, Golfe-Juan, Mandelieu, Naples, Théoule-sur-Mer, etc. Toutes ces villes-là, c'était aussi des endroits que je connaissais, c'était pas un territoire notamment inconnu. Ouais. Et voilà, quand il m'a proposé le fait que Cannes, il y avait des opportunités, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur le marché, ce qui a fait la différence, c'est que j'avais les liquidités. Et aussi une spécificité très très importante, c'est que dans le sud de la France, de manière générale, c'est plutôt des personnes âgées en fait. En général, les personnes âgées, surtout dans le sud, Oui. quand elles sont établies dans le sud, elles ont déjà un parc immobilier. Quand elles cherchent à vendre assez rapidement. Et du coup, moi, on va dire que toutes les planètes se sont alignées. Ça voulait dire que j'avais les liquidités. La personne à qui j'ai repris le bien, elle cherchait aussi à avoir des liquidités rapidement. Donc, de fil en aiguille. Donc, bien sûr, je ne lui ai pas dit que une partie de tout le montant que j'avais, c'était 75 000 euros d'un prêt pris par la banque. Mais je pense que c'est ça qui a Oui, fait... pour un petit peu de ça fait le contexte, truc. Ouais. ce dont il parle, le Leverage Club, c'est un ami commun qu'on a. Moi, j'ai travaillé avec eux aussi en tant que directeur marketing et consultant en stratégie marketing aussi. Et en gros, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un cabinet en gestion privée ou en investissement où ils accompagnent des particuliers pour justement dans toute une stratégie d'investissement qui comprend justement une approche sur mesure. Qu'aujourd'hui, tu as un appartement à Cannes, c'est C'est ça? ça, Cannes, quartier La Boca. D'accord. Pour Que préciser. tu as acheté combien? Je l'ai acheté en prix intrinsèque, que je me trompe pas. C'était une offre de ouf. Hein. C'était... Que je dise pas... 95 000, si je me trompe 95 000, Ouais. ok. C'est un combien de... J'aime bien le... C'est un combien de mètres carrés? C'est un... En tout cas, c'est plus de 30. Ouais, c'est 30 Oui. ou 32 dans une résidence sécurisée. Bah, il est doué, Sam, On pour va sourcer. parler avec, Ouais, on va ouais, parler non, avec ça Sam me- et Bastien, là. Ouais. Ah non, non, Sam, très très doué. Ok. D'ailleurs, ce qui m'a mis confiance, c'est que lui aussi, il avait un bien, en fait, dans cette résidence-là. Donc, c'est une résidence un peu type Pierre et Vacances, qui est vraiment à proximité des plages, mais c'est à proximité aussi de la gare. Donc, emplacement idyllique, type Airbnb. C'est à 7 minutes en voiture, en longeant le bord de mer du Palais des Festivals. Donc, moi, je me suis directement dit, Festival de Cannes, juillet-août. Tu fais des calculs rapides. Et donc, Ouais. tu te dégages un revenu par mensuel maintenant grâce à ça ou pas encore? J'en dégage un, étant donné que, qui plus est, j'ai pris un crédit différé. D'accord. Donc ça veut dire que le prêt, je l'ai contracté en 2023 et là, j'ai pas commencé à le rembourser. Les D'accord. premières échéances, ça va être en août. Mhm. En plus, ce qui est intéressant, c'est que comme, entre guillemets, j'ai contracté que 75 000 euros, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est un crédit sur 10 ans. Donc c'est-à-dire qu'à mes 35 ans, si, entre guillemets, je l'ai toujours, tout sera dans ma poche. Et c'est 705 euros de mensualité Ok. qui, quand tu fais du Airbnb à Cannes, sont largement couverts, même s'il y a quand même des périodes creuses. On va dire novembre, décembre, janvier, février, voilà, c'est pas là où il y a le plus de taux d'occupation. Mais à partir du mois de mai, Attends. c'est de la folie. 750 ou 75? Non, 705. 705, ok, d'accord. J'ai 705 euros de mensualité à D'accord. compter de août. Ok. Et du Ok. coup, durant ces 2 ans, parce qu'il a été mis en location depuis l'année dernière, je l'ai acquis le 6 mars 2024. Ok. Moment qui restera dans l'histoire. Je l'ai acquis le 6 mars 2024.
Et depuis, ce que je fais en fait, c'est que je me suis fait un compte tampon. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de squatteurs. On n'est jamais aussi à l'abri que la loi des finances change. Parce que là, déjà au Parlement en décembre, voilà, il y a eu quelques débats, etc. C'était assez, je dirais pas chaud, mais c'était. Enfin voilà, la location courte durée, on avait un peu peur qu'elle soit menacée à Cannes. Elle est déjà interdite à Nice. Ah ouais. C'est interdit à Nice. À Nice, tu peux pas faire de Airbnb. Donc, comme toute ma strat, elle est quand même basée sur ça, je me suis dit, il faut que j'ai un tampon, au moins de 5, 10, 15 000 euros pour, si jamais je peux avoir une année de trou, je suis pas non plus à l'abri d'un dégât des eaux. Qui dit qu'après l'interview, je vais pas prendre mon téléphone et je vais apprendre qu'un locataire, il a cramé la moitié de l'appart, etc. Certes, il y a des on touche du bois, certes, il y a des assurances, etc. Mais voilà, comme on n'est jamais à l'abri. Risk management. Et, Voilà. ça fait quoi d'avoir son premier appart déjà à 24 ans? C'est un rêve pour beaucoup de personnes. Ouais, émotion. Et bah- Ouais, émotion. Même là, Ok. quand j'en parle, ouais, je suis très très Ouais. ému parce que, bah déjà, merci à ma mère de déjà m'avoir donné l'idée parce que sans elle, honnêtement, moi j'étais au Brésil à boire des caipirinhas. Je vous avoue que c'était. C'était vraiment pas mon problème. Pour le coup, Brésil, ça a été une des plus grosses périodes où j'ai vraiment été en mode carpe diem. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, déjà, sentir la sécurité, Mhm. quand même. Surtout quand tu as une bonne gestion, qui est mon cas. Et ouais, émotion dans la mesure où, pour l'acquisition de cet appart, certes, j'ai énormément délégué, notamment à Luxtay. Mhm. Et merci d'ailleurs Samuel, il m'a quand même impliqué dans tout le processus. D'accord. Ça veut dire que ça soit tant le mandat de recherche que déjà l'écoute de mes volontés, de mes propositions, les discussions avec le notaire. La signature, je ne suis pas du tout allé en physique parce que je travaillais, mais on va dire tout le processus de mandat de recherche à l'acquisition du bien, même par exemple les travaux. C'est-à-dire qu'il était déjà bien l'espèce, mais voilà, j'ai fait quelques travaux de rénovation, changé les peintures. Et il y avait une vraie stratégie derrière. Exactement, je l'ai un peu décoré type Airbnb, vous voyez, les petites plantes, les petits tableaux, grosse télé, etc. Et je suis allé là-bas sur place le week-end. C'est-à-dire que j'étais avec un de mes cousins, on allait là-bas, aussi avec l'aide d'un ouvrier, on montait les choses. Enfin, j'ai des vidéos, quand je revois les trucs, je suis là comme ça. Enfin, j'ai passé des heures incommensurables sur Pinterest, sur Ikea. J'étais là pour la dimension de la télé, j'étais dans mon appart. Genre, je mesurais, j'étais là, je mesurais et tout, etc. Je dirais pas que j'y ai pris plaisir non plus, parce que je le referais pas pour 10 ça. opérations. Ouais. Mais pour la première, je trouvais ça important et ben, on va dire, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais moi, je dirais pas un éternel insatisfait, mais je suis très exigeant envers moi-même. Mhm. Et c'est une des premières fois où j'ai vraiment été fier de moi. Ok. Donc, Et justement, parce que en fait, c'est ta mère qui t'a donné l'idée, mais tout le process derrière, te faire accompagner, faire confiance aux gens, prendre le risque, c'est toi qui l'as pris, c'est pas eux qui ont été. non, bien sûr. Ok, donc Parce que, ouais, c'est non, pour ça c'était- que t'avais cette fierté là aussi. C'est C'est pas ils t'ont donné, allez tiens, voici 500 millions et puis tu vas Non, acheter non, ton mais truc. Et c'est un risque énorme parce que souvent il y a ce cliché-là de quand tu fais de la finance, t'es expert en immobilier. Non, mais parfois il y a des gens qui viennent et qui me disent il faut vraiment des raccourcis en mode ouais, et du coup l'immobilier. Non, moi je suis pas expert en immobilier. Oui, Enfin, t'as chacun son absolument. corps de métier. Donc c'est-à-dire que pour moi c'était un monde entre guillemets totalement méconnu. C'est-à-dire que quand j'ai dû me plonger sur la loi des finances, quand je devais lire des compromis de vente, parce que moi je lisais page par page, ligne par ligne. Certes, tout était délégué, mais moi ouais, tout. Moi je me suis toujours dit, je veux comprendre. Pour bien déléguer, il faut comprendre. C'est-à-dire que là aujourd'hui je suis en mesure de pouvoir déléguer à 100%. Et d'ailleurs Samuel, je lui fais confiance à 100%. Mais par contre, il m'envoie le truc, il y a une ligne que je trouve bizarre, je sais Oui. la spotter. Ouais. Et ça permet de te hedger, de te couvrir. Ouais. Parce que là, on parle d'une acquisition. Est-ce que j'ai dit que ça serait la dernière? Non. donc voilà. Risk Donc, manager. Donc Mais voilà, justement, par rapport, maintenant on va venir au sujet. Hein. Millionnaire avant 30 ans. quoi. Ouais. C'est quoi le plan concrètement et d'où ça devient? Millionnaire avant 30 ans, on va dire le million, c'est un peu un objectif. Hein. En général, tu as 10, 100, 1 million. Donc moi, c'est vrai que depuis que je suis tout petit, mon rêve, ça a toujours été de gagner 100K, chose faite. Passons à la suivante. 100K par mois, tu veux dire? Non, par an. Ah, par an. Genre, par an, j'avais oui, ce- excusez-moi. Oui. ouais, j'avais ce truc-là. Donc maintenant, l'objectif, c'est le million. Et le million, c'est minimum, tu vois. Ensuite, comment procéder? Déjà en premier. Après, en général, vous connaissez, il y a des plans. Moi, je suis pas le professeur. Donc, il y a des plans. Mais en Non, mais général, raconte-nous ton plan. toi. le plan ne se passe, entre guillemets, sûrement jamais comme prévu. Mhm. Mais le premier truc, et justement, je pense que là, c'est un peu mon côté risque qui parle, ça a été de me diversifier. C'est-à-dire que là, on a parlé de l'immobilier. J'avais aussi un portefeuille d'ETF, donc un compte titre, crypto-monnaie. Il y a aussi Leverage Club,
qui a énormément de produits en fonction de profil de risque. Il y a aussi l'aspect trading. Donc là, en fait, même encore aujourd'hui, j'essaie de vraiment trouver, entre guillemets, le type d'investissement qui m'intéresserait. Là, maintenant, je commence aussi à regarder pour aussi investir dans des projets, investir dans des boîtes. Dans ma famille, voilà, quelques entrepreneurs où j'aimerais bien aussi entrer à l'actionnariat. Faire du private equity à ton échelle. Exactement. Là, je suis plus côté private equity avant moi-même de pourquoi pas aussi faire ma propre destinée, tu vois. Donc voilà, j'essaie un peu de me diversifier, de me dire, voilà, il y a certains actifs qui rapportent plus que d'autres, mais tu en as certains aussi qui sont beaucoup plus volatiles que d'autres. Parce que le cap être millionnaire, avoir au minimum 10 000 euros par mois, oui, mais il faut aussi que ça soit linéaire. Ok, quand tu entends millionnaire, tu parles d'avoir... On parle cash, de quoi? hors IMO. Ok, cash, hors IMO sur ton compte? Non, pas sur mon compte, pas parce sur que ton ça serait compte, inutile. oui, voilà, avoir ok, 1 million on est sur son d'accord. compte, ça serait totalement Donc idiot. c'est l'ensemble de tes assets? Exactement, D'accord. en actif, ouais. Ok. Hors IMO. Donc si je peux avoir 500 000 euros sur les marchés financiers... Donc, dans ta stratégie, parce qu'on avait dit que, ok, donc là aujourd'hui tu es en Suisse, tu es risk manager ou risk analyst. Analyste, ouais. Risk analyst. Et donc le salaire que tu fais en Suisse aujourd'hui fait partie de cette stratégie justement pour aller ce qu'on appelle coffrer. Ouais. Non, clairement. Pour justement atteindre cet objectif-là à 30 ans. C'est ça. D'accord. C'est ça parce que je connais ma capacité d'épargne, qui est quand même assez conséquente. Même en tant que VIE, déjà, j'épargne énormément. Tu peux dire combien tu épargnes? Oui, bien sûr. En VIE, après, c'est un peu volatile certains mois, mais on va dire, du moins, après, je sais que ça change aussi en fonction de s'il y a l'inflation et tout, etc. Je sais que tous les 6 mois, ils calibrent, si je ne me trompe pas. Je gagnais entre, on va dire, 3200 et 3500. On a aussi la chance d'avoir le logement octroyé. Donc, ça veut dire que c'était cool. 3200 net dans la poche. Ah oui, avec le logement, ça... Ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, je sais que par mois, j'économisais facile 2000 euros. Ok. Et comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez généreux, etc., assez fêtard, tout ça. Donc, 2000 fois 18 mois de VIE, je vous laisse faire le calcul déjà de ce que j'ai pu mettre de côté. Ok. C'est Boris le faire. C'est toi les maths. Déjà ça, et là, aujourd'hui, je mets 3500. 3500 chaque mois. Ouais, ok. chaque mois. 3500 que de mon salaire. Donc, ça veut dire que... Oui, sans tous les à côté. Exactement, sans tous les à côté. Parce que, par exemple, via ce que Montevini, donc le trading, il y a aussi des revenus passifs qui sont générés que je réinvestis. Il y a aussi l'immobilier que pour l'instant je réinvestis pour à la fois me couvrir. Après, j'ai aussi des provisions, etc. à payer de manière trimestrielle. J'ai aussi des frais. Là, en novembre, j'ai eu un problème de cuvette. Voilà. Donc cet argent-là, ça sert aussi à ça. Oui. Mais si justement ma trésorerie, à un moment, elle est n'importe quoi, 30 000 euros, je pourrais prendre 10 000 euros pour aussi les mettre dans un autre actif. Moi, en fait, mon objectif, vraiment, in fine, c'est vraiment que à mes 30 ans, même si le million, entre guillemets, il n'est pas atteint, parce que c'est pas non plus une fin en soi, je vais pas me rendre malade, c'est que tous mes actifs, ils puissent, entre guillemets, s'auto-investir. Ça voudrait dire que je peux devenir pizzaiolo. Quoi, t'as un problème quoi, Non, je peux devenir pizzaiolo. Non, oui. Ou, je sais pas, vendre des noix de coco, gagner 500 euros par mois, et juste vivre avec ça, et que mon patrimoine, de manière exponentielle avec les intérêts composés, continue de grossir. Ouais. On va dire mon milestone, c'est vraiment ça, mon objectif. Ok. Et toi, actuellement, ton salaire en risque analyste en Suisse, il est de combien? En euros? En euros, ouais, ce sera plus simple. Préfixe ou range? C'est quoi la différence? Bah, ça, je te donne un montant fixe. Ah, je te soit donne- avec... Comme ce qui t'arrange plus au niveau de... Bah, je vais donner une échelle, ce sera, voilà. ce sera Ouais, mieux. bien sûr. 110 000, 120 000 euros. Je Ok. ne dis pas si c'est haut ou bas. Ok. Mais Ça va, après, c'est une petite fourchette, enfin, Oui, c'est serré comme ouais, fourchette de composé. serré. Dans tous les cas, les Suisses sont assez transparents sur ça. C'est pas du tout la France. Il n'y a aucun tabou par rapport à l'argent. Ouais. Dans tous les cas, il y a des sites comme Glassdoor Ouais. qui en finance sont quand même assez explicites Ouais. sur les salaires, tant par le poste que par les types de compagnies, que par la localisation. Dans certains types de métiers, il y a aussi Alumni aussi Ouais. qui sont assez bons dans ça. Bon, après, n'hésitez pas à écrire aux alumni et en off. Ouais, Ça vous donne des des infos petits trucs, pour quoi. négocier, Ah, bien sûr. ouais, complètement, Hop, c'est ce qu'il faut c'est faire. ça. Parce que très très important aussi de connaître sa valeur. Ouais. Oui. Très très important. Alors, en très rapide, léger focus sur le métier de risk analyst. C'est quoi un peu tes journées, tes horaires? Qu'est-ce que tu fais assez rapidement? Mes journées, elles sont, je trouve, assez équilibrées. Dans la mesure où en intro, vous disiez minuit, 1h du matin, que nenni. Non. C'est pas du tout ça. On va dire c'est plus 9h, 18h, 18h30. Après, moi, c'est plus moi, mais c'est quand même assez intense. C'est-à-dire que moi, je passe pas 3 heures sur mon téléphone.
Donc voilà, j'essaie au maximum l'équilibre vie pro vie perso, il est respecté. Je sais aussi qu'en Suisse, ils mettent un point d'orgue sur ça. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi culturel. C'est pas non plus obligé d'être là à manger sur le desk avec la souris. Non. Ouais, en faisant une réunion en même Ouais, temps. non, ouais. non, c'est pas forcément obligatoire. Donc ça déjà c'est quelque chose qui me plaît. Après le contenu de mes journées, j'ai en fait des missions assez, on va dire récurrentes. Donc on va dire tout ce qui est BAU. Donc voilà, j'ai des reportings qui sont, comment dire, mensuels. J'ai des contrôles qui sont mensuels, trimestriels, etc. Mhm. Et aussi, ce qui est super intéressant dans mon poste, je suis dans la branche COO. Donc c'est un peu la branche, on va dire, très transversale. Donc il y a ma manageuse, il y a aussi une autre collaboratrice. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, en fait, ça me permet de toucher à tous les risques. Ok. Donc j'ai une appétence un peu plus prononcée pour certains que d'autres. Mhm. Il y en a d'autres aussi qui sont beaucoup plus techniques. Là, tout à l'heure, je parlais des tout ce qui était les risques liés on appelle ça ICT, donc tout ce qui est lié aux technologies d'information et de communication. En général, bon, c'est plus des profils IT qui sont capables de aussi comprendre les systèmes de la banque ou même un peu d'avoir des connaissances informatiques, chose qui n'est pas mon cas, mais ça ne veut pas du tout dire que je ne peux pas apprendre. Mais non, je peux à la fois faire un peu de risque de marché, risque de crédit. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'on est plus dans un pôle décisionnel, c'est-à-dire que les analystes crédit vont faire des propositions et risque est là pour en fait décider, savoir si la proposition elle est soit en corrélation avec la stratégie de la banque ou le profil du client. Enfin, c'est vraiment un aspect décisionnel. Ok. C'est pas... C'est moins risque C'est réel sur un marché ou C'est ça. vis-à-vis de la compliance. Mais ou- c'est tout aussi technique. Et il Ouais. faut aussi être expert pour déjà connaître le client. C'est-à-dire que quand un client, par exemple, il propose certains types de collatéraux, il faut être en mesure de dire non parce que, etc. Donc c'est vraiment un poste qui est assez sensible et très très important parce que la banque, le risque de crédit, c'est le fer de lance de la banque. Ouais. C'est comme ça qu'elle fait de l'argent, c'est comme ça qu'elle se rémunère de base. C'est son essence, tu vois. Et après, il y a aussi les côtés, tout ce qui est protection des données, qui est assez technique. Enfin, j'ai vraiment la chance d'être en fait, on est une quinzaine entre Genève et Zurich. J'ai vraiment la chance d'être entouré en fait d'experts. Moi, je les appelle comme ça. Ouais. Et vraiment d'experts, mais qui sont extrêmement ouverts. De même, ma manageuse, par exemple, quand je suis arrivé, du coup, j'étais affilié à son service. Et à un moment, je lui ai comment dire, demandé si je pouvais aussi aller voir, entre guillemets, ce que faisaient les collègues. Ouais. En fait, moi, ce que j'ai fait avec deux collègues, un qui gère les risques de liquidité et l'autre le risque de marché de contrepartie, j'ai en fait j'ai créé mon graduate programme. Ça fait des stages intégrés. Ouais. C'est-à-dire que je suis arrivé, petit groupe Teams, voilà, j'aimerais un peu, de manière un peu plus détaillée, est-ce que vous pourriez m'accompagner, est-ce que vous pourriez un peu moins border sur ce que vous faites. Et eux, en général, ça leur fait super plaisir. Incroyable. en vrai, Souvent, incroyable, tu peux la dire, ouais, curiosité. non, ouais, tu vois la personne, tu te dis, elle est tout le temps en meeting, etc. Mais quand tu vas la voir, en général, ils sont super ouverts. Ils Ouais. sont prêts à t'accompagner. Ils savent aussi ce que ça fait d'arriver via ce statut-là, Ouais. que c'est pas facile aussi, entre guillemets, parfois de faire sa place. Et non, moi, je me régale. Et qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier et qu'est-ce que t'aimes pas s'il y a des choses que t'aimes pas? Et me réponds pas le salaire. Non, on va commencer par ce que j'aime pas. Ouais. Ce que j'aime pas, c'est que malheureusement, le fait que tu sois, comment dire, seconde ligne de défense et que, un peu comme à la star de l'audit, tu es là pour comprendre, entre guillemets, ce que les gens font. Parfois, tu es un peu vu comme la police. Ah ouais, c'est Ok. plus en termes d'image. et de- Moi, personnellement, ça m'atteint pas. Ouais. Mais je trouve que c'est plus un peu dommage, alors qu'en général, tu es juste. Enfin, souvent, je trouve qu'on est des gens assez friendly, assez ouverts. T'es pas là pour remettre en question ce que fait la personne, mais juste. T'es juste censé m'expliquer ce que tu fais. Et s'il n'y a pas de problème, bah, t'es censé bien me l'expliquer. Ouais. Enfin, je vois pas. Même moi, là, je m'étonne parce que souvent, je ne comprends pas le pourquoi il y a un peu cette casquette-là de. Alors, Tu vois, c'est les risques. je comprends un petit peu. Parce que quand t'es en entreprise et que toi t'as envie de faire des trucs, on va pas s'entendre. Hein. On va se lever. C'est hein. l'heure du fight. Mais regarde, je suis en entreprise, j'ai un truc, je sais pas, une strat à mettre en place et tout. J'ai défini mes axes, j'ai travaillé dessus pendant 3 mois. Et là, je dois l'envoyer à la compliance parce que c'est le process classique. On vient, on toque à ma porte, on me dit écoute, ce que tu as fait là depuis 3 mois, ça va pas du tout, il y a ça qui bloque. Et souvent, il n'y a pas de solution. Il y a ça qui bloque, il faut que tu me le refasses et que ça soit plus compliant. 3 mois, je bosse dessus, toi tu vas juste me voir et me dire non, c'est pas bon. C'est pas bon. Bah, après, Kémil déteste les risques analystes. Kémil est fâché. Non, Kémil est fâché. en général, après, ça, je trouve aussi, ça dépend aussi de ta relation avec la personne. C'est-à-dire que nous, et un point très important, c'est que quand tu émets, entre guillemets, des suggestions, des recommandations, le but aussi, c'est d'être proactif. C'est-à-dire que d'essayer de trouver une solution
avec la première ligne. Le but, c'est pas juste de dire « Ah, t'as mal fait les choses » et de taper. C'est aussi de voir comment vous pourriez avancer conjointement. Même en général, quand on met en place des contrôles, on les met aussi avec eux. Ouais. Parce que les process, on les connaît pas forcément. Par exemple, je dis n'importe quoi. Côté risque de marché, on monitore de manière journalière certaines positions sur certains desks. On a, avec mon manager sur ce pôle-là, refait une refonte du rapport suite à l'ajout d'une nouvelle activité. On a demandé l'avis des traders. On a aussi changé, par exemple, les différents tableaux. On a voulu mettre en place de nouvelles métriques. On leur a demandé leur avis. Est-ce que voilà, cette vue vous convient? On ne fait pas les choses en disant ouais, vous montrez. Non, c'est vraiment un travail conjoint. Okay. Et moi, justement, je trouve que, enfin, nous, entre guillemets, on le perçoit comme ça. Je trouve que malheureusement, parfois, c'est pas forcément perçu comme ça. Je le dis pas, entre guillemets, en mauvais retour d'expérience de manière personnelle et directe. Absolument pas, mais en tout cas, je sais que... Non, je pense en vrai, c'est beaucoup d'a priori des gens métiers qui vont dire ah, la compliance, ils vont me faire chier. Et la compliance qui vont dire... Un truc bête, c'est dernièrement, je suis tombé sur la série sur Caviel. Je sais pas si vous avez eu la chance de la voir. Non. Et enfin, à l'époque, comment les risques sont présentés, c'est... Enfin, les traders, ils sont là. Enfin, Caviel, il est là, il veut exécuter... comment dire, ses ordres, etc. Et bah, les risques, ils sont juste là... Je sais pas si je peux dire le gros mot, mais vous avez compris, tu vois. Ouais, ok. Donc, alors que non, pas du tout. Et du coup, ce que t'aimes le plus, rapidement? Non, ce que j'aime le plus rapidement, bah, c'est vraiment l'aspect transversal. Ouais. Et aussi le fait que, comme je vous ai dit, sur chaque process, chaque nouvelle activité, il y a un risque inhérent. Et le monde change, le monde bouge. Ça peut paraître vieillot ou bizarre de dire ça comme ça, mais là, par exemple, j'ai demandé à me onboarder sur le risque de réputation. Par exemple, c'est un risque méconnu, mais quel effet ça a si tu vois ton CEO avec... nu sur un yacht, par exemple. Pas ouf, je crois. Ouais, je pense pas. Non, mais t'as 30 millions, tu te dis, mais dans quelle banque j'ai mis cet argent-là? Il y a aussi le risque opérationnel. Il y a encore 20 ans, avant Kerviel et cette fraude, ça n'existait pas. L'IA, quel impact ça va avoir? Bien sûr. Et donc ton rôle, c'est d'aller anticiper ces risques-là, les analyser. Ça a pu être du coup les managers, comme tu doutes bien. Ouais. Après, moi, ce qui m'est cascadé, c'est plus en fait de la proactivité. C'est-à-dire que quand il y a certains sujets pour lesquels j'ai une appétence particulière, c'est de me proposer, de dire voilà, j'aimerais bien être onboardé sur ce sujet. Après, voilà, j'ai aussi des fonctions un peu plus aussi de type contrôle. Ça veut dire que mettre en place le framework de contrôle, exécuter les contrôles de manière daily, les procédures. Je sais que les procédures, désolé de dire comme ça fait chier tout le monde. Oui. Mais pour moi, tu peux pas entrer dans... Oui. Non, mais pour moi, en fait, tu peux pas rentrer dans un environnement que tu ne connais pas. Alors, pour finir, petit débat. Allez. Est-ce que, au final, c'est une bonne chose de choisir sa voie en fonction de l'argent? Parce que tu nous as expliqué ton métier. Tu me dis si je me trompe, mais ton drive principal pour choisir cette voie-là, c'est l'argent. L'argent en Suisse. Après, il y a aussi l'aspect intellectuel. L'argent en Pour le Suisse, risque, ok, ouais. voilà, d'accord. Quel est le sens que tu trouves dans ton métier, s'il y en a un, outre que l'argent, s'il y en a un, ou bien c'est le principal drive, et ça peut être ok aussi, tu vois, mais... Non, mais le sens dans mon métier, c'est le développement intellectuel. Parce que comme je t'ai dit, ça, surtout quand tu es en risque et dans ma position actuelle, Stimulé constamment. t'es stimulé constamment. Ok. T'es stimulé constamment parce que quand tu es en capacité de pouvoir challenger quelqu'un sur son process, une fois que tu le comprends, tu dois être capable de l'assimiler en fait. Donc tu as vraiment cet aspect-là. Et comme je te l'ai dit, les risques, c'est évolutif. Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment ça qui m'intéresse. Ça veut dire qu'il y a des risques aujourd'hui qui n'existent pas, mais qui existeront demain. Comment la banque va les prévoir? Quel framework ils vont mettre en place pour les atténuer? Qu'est-ce qui va être mis en place? Et comme le monde il est mouvant, je trouve qu'en fait, c'est un métier non rébarbatif. D'accord. Stratégique, oui, parce que comme c'est une fonction centrale, c'est une fonction régalienne. Tu parles avec énormément de départements, tu as énormément d'interlocuteurs à ta portée. Donc aussi, ça permet de découvrir des métiers. Et moi, chez BNP Paribas, j'ai eu l'occasion de découvrir aussi des métiers que je connaissais absolument pas et qui n'étaient pas forcément mis en exergue en école, quoi. Ouais, comme quoi? Si tu peux en citer un ou deux. Ça allait un peu depuis quelques temps, mais par exemple, moi, j'aime beaucoup le coverage. Ok. C'est vrai qu'en école, voilà, c'est trading, M&A, sales, etc. Mais tout ce qui est risque, coverage, tu vois, la LMT, c'est pas forcément... c'est pas forcément connu, quoi. Sur le côté argent, en fait, tu as beaucoup d'étudiants et de jeunes qui vont dans des voies par rapport à l'argent. Ouais, ils vont se dire, par exemple, typiquement, Suisse, ils vont écouter ce que tu dis, ils vont se dire, je vais aller là, justement par rapport à cette vision-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'aller dans une voie uniquement pour l'argent? En tout cas, si c'est peut-être que tu vas bien aimer un petit peu ce que tu fais, mais ça te drive pas spécialement, t'as pas une passion pour ce que tu fais, ça n'a pas nécessairement énormément de sens, mais tu es dans une logique de coffret. Tu vois, est-ce que pour toi c'est... Pour moi, oui, à court terme.
D'accord. Ça veut dire que si vraiment tu as une vision comme moi, on va dire. Après, moi, c'est pas du tout mon cas, hein, mais en tout cas, si tu as une vision sur. Si t'as un plan. C'est ça, si tu as un plan très très bien défini sur 3-5 ans, ça peut passer parce que je pense que se réveiller tous les matins en traînant les pieds, je suis pas sûr que tu puisses le faire très très longtemps, ou du moins tes performances au travail vont se ressentir. Et en Suisse, la sécurité de l'emploi, c'est pas la France. C'est-à-dire que tu peux aussi être très vite mis dehors. D'accord. Donc il y a déjà ça. Ensuite, par rapport au drive, si vraiment les gens veulent faire 500 000 euros par mois, c'est pas mon travail en entreprise. Ouais. Donc c'est-à-dire que pour moi, c'est efficient que si, on va dire un peu comme moi, tu as un plan et tu sais que ton salaire te permettra de. Mais si vraiment c'est juste te dire ah, je vais être riche, du coup je vais faire du M&A et je vais gagner 200 000. Mais même en faisant ce que vous faites, vous pouvez gagner 1 million par mois. Ouais. Donc pour moi, c'est en fait tout ce calibre dans entre guillemets, quel est ton plan et quel est ton horizon de temps. Toi, t'en penses quoi, toi par rapport à choisir, avoir uniquement en... Pas uniquement, mais t'as compris. Principalement le critère d'argent. Oui. Mais moi, je trouve que... Coffrer, se mettre en sécurité. En fait, ça dépend énormément de la personnalité. Ça peut paraître bateau, mais je pense qu'il y a des gens qui sont fondamentalement incapables de sortir de ce schéma de carotte du salaire. Et à partir de ce moment-là, pour ces personnes, c'est pas du tout fait pour eux, tu vois. Parce que ils vont aller dans un métier par dépit en raison de l'argent. Oui. Et donc se retrouver dans un métier qui ne leur plaît pas. Et au bout d'un moment, faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et s'ils veulent se réorienter, ça va être des salaires beaucoup moins élevés. Parce que quand tu vas faire du coverage, quand tu vas faire du trading, quand tu vas faire du M&A et qu'au final, ce qui te plaît, c'est d'aller faire du marketing, je suis désolé, mais le marketing, ça paye moins bien. C'est factuel. Faut pas être désolé, faut être factuel. C'est factuel, ça paye moins bien. Et quand tu as un enfant, des crédits et que tu gagnes 150 000 euros par an et que tu dois aller dire, bon, ok, moi, ça me saoule, je vais retourner à un salaire de 70K. C'est pas facile. T'as un rythme de vie, t'as un style de vie, il te coûte cher. Tu peux pas faire ce choix. Donc c'est fait que pour les personnes qui savent, qui seront capables de sortir de ce schéma-là, s'il y en a besoin. Et comme tu dis, qui sont aussi capables de réinvestir leur argent derrière, je pense. Parce que sinon, une fois que tu en sors, du coup, forcément, tes revenus, ils vont baisser. Alors que si toi, tu investis et que demain que tu ressors et que tu as un salaire un peu moins élevé, tu t'en fous parce que c'est exponentiel, comme tu disais, ça compense. C'est ça, et c'est vraiment mon plan. Et surtout, un truc très important, moi, par exemple, je serais pas prêt à changer de métier, par exemple à passer, comment dire, même en M&A ou dans des métiers qui rapportent beaucoup plus, et par exemple finir à 2h du matin. C'est-à-dire que certes, tu focus argent. Après, comme je vous l'ai dit, je dis pas que c'est pas non plus une fin en soi, mais je vais pas me rendre malade pour ça. Parce qu'après, voilà, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, mais il y a aussi Impact Africa Invest que je fais aussi à côté. Enfin voilà, aussi pouvoir, entre guillemets, être là le week-end, voir ma famille, profiter avec mes amis, c'est aussi pour moi un moyen de me sentir bien, genre tant physiquement que mentalement. Pareil. C'est possible de concilier les deux, quoi. Exactement, je pense que vous avez peut-être un peu suivi, on va vraiment faire ça de manière brève, le mouvement FIRE. Non. Vous connaissez pas du tout ? Non. Vraiment ? Non. FIRE, je sais plus c'est quoi l'acronyme en français, mais en fait c'est un mouvement, donc il y a Victor Laura, donc c'est une personnalité très connue d'ailleurs sur LinkedIn, qui en fait a été un des pionniers de ce mouvement-là en France, où il explique comment lui, je pense qu'il était peut-être M&A ou banquier d'affaires, je sais plus, enfin il était en banque d'investissement, et il a pu prendre sa retraite à 30 ans. En fait, dans un livre, voilà, il détaille un peu comment il a fait, les méthodes, etc. Et ce qui ressort, moi au début je m'étais un peu intéressé à cette manière, c'était la frugalité. D'accord. Donc, je sais, pour ceux qui connaissent pas le mot, de vivre de manière frugale, je dirais pas c'est être avare, mais c'est vraiment vivre de manière très très minimaliste. C'est-à-dire épargner au minima 70% de ce qu'on gagne, etc. Moi, je suis pas non plus prêt à arriver à ces moments-là. Pour moi, toute chose raison gardée. À un moment, il faut aussi savoir trouver un équilibre, parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait. C'est la séquence un peu émotion, mais non, mais demain, on peut partir. Oui, c'est vrai. Et ça voudrait... Demain, je peux partir. Au final, moi, est-ce que j'aurais vraiment profité ? Oui. Justement, il y a beaucoup de gens, et justement de jeunes, qui ont peut-être des drives, justement, qui ont peut-être des choses qui les intéressent, mais soit ils se disent, bon, bah, je vais pas gagner d'argent avec ça, donc je vais pas aller creuser là-dedans, ou bien alors, ils vont se dire, non, je vais d'abord me sécuriser, obtenir un CDI, et je ferai ce que je veux et ce que j'aime après, ou bien je vais d'abord coffrer pendant certaines années et faire ce que j'aime, me poser la question ce que j'aime après. Donc, il y a toujours ces considérations-là. Tu me diras ce que tu en penses. Moi, là-dessus, je dirais que... En fait, j'aime beaucoup ta vision du plan. Ouais, c'est parce que pour moi... Parce que pour moi, ça, ce genre de choses, ça vaut le coup dans deux solutions, enfin dans deux cas de figure. Si tu as un plan particulier et tu te dis, ok, tu as une vision de pendant tant de temps,
je vais développer un certain patrimoine, je vais épargner de l'argent, je sais pourquoi je fais ça, mais je sais aussi potentiellement ce qu'il y a derrière, où je travaille à côté, à construire aussi dans ma tête, tu vois, ce qu'il y a derrière. Ça peut être une vision, parce que fondamentalement, si tu vas dans une voie uniquement pour de l'argent, c'est pas nécessairement ça le problème. Tout le monde aime l'argent, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est plus que si tu choisis uniquement ça, tu te bases uniquement sur cette métrique, en ne prenant pas en compte d'autres métriques, comme par exemple, est-ce que tu es doué dans ce que tu fais, est-ce que tu as un intérêt sur le long terme dans ce que tu fais, tu as de grandes chances de te retrouver dans quelque chose, dans une sorte de prison, parce qu'après, il faut savoir qu'une fois que tu as un salaire et que tu es dans la vraie vie, c'est compliqué d'en sortir. Très très compliqué. Et c'est pas la même chose des choix. Et donc il y a toujours cet arbitrage-là, et moi je pense que ça vaut le coup, quand tu vas chercher soit des boîtes ou en tout cas ce qu'on appelle de l'autorité, donc quelque chose qui est tampon. Typiquement, tu as une boîte où tu sais que peu importe où tu vas aller, après, le seul fait que tu aies fait ça, que tu sois dans telle boîte ou que tu aies eu tel parcours, on va te dire ok, on t'écoute, tu vois. Non, bien sûr. Mais même dans ce cas-là, si t'as pas de plan, parce que c'est bien beau, admettons, tu te dis je vais faire McKinsey, d'accord, ça va m'ouvrir des portes, etc. Une fois que tu l'as fait, donc t'as réussi à te démarquer, concurrence, etc., t'y arrives. Bah ok, t'as McKinsey, t'as fait ça, mais so what? T'y es, qu'est-ce que tu fais derrière? Non, vraiment, le même problème revient. Donc moi, j'ai des fois cette impression que c'est un peu différer le problème dans le temps. Et on a peu, malheureusement, d'aide là-dessus, d'essayer de savoir véritablement ce que tu as envie de faire. Il y a aussi cette idée du coût d'opportunité, à te spécialiser dans un truc maintenant qui te fait plaisir, qui a du sens, etc. Parce que tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes en le faisant. C'est pour ça que moi, je me suis laissé ouvert le champ des possibles et la possibilité d'avoir une fonction transversale pour voir le maximum de Ouais, mais là où il y a aussi une autre vision du coût d'opportunité, c'est le coût d'opportunité à ne pas faire maintenant aussi, ou ne pas essayer en tout cas ce qui a du sens pour toi et ce qui te plaît. Et ce coût d'opportunité-là, c'est que quand tu veux devenir bon dans un domaine, quand tu veux développer une expertise, ça prend du temps. C'est vrai. Et le problème, c'est que quand tu fais ça dans la vingtaine et faire ça dans la trentaine en termes d'énergie, en termes de responsabilité, c'est pas la même chose aussi. Donc ça veut pas dire qu'il faut tout foirer et tout... pas tout foirer, mais tout... C'est sûr qu'il faut pas. ou tout mettre de côté, la sécurité, etc. Mais il peut y avoir un entre-deux. C'est pas parce que tu choisis d'aller dans une voie prestigieuse ou que tu as ce plan-là que à côté, tu peux pas déjà commencer à réfléchir à ne serait-ce que développer un petit projet qui a plus de sens pour toi et qui peut te permettre... C'est une question de cohérence de la carrière aussi. C'est ça. Ouais. Essayer en tout cas de définir un plan, vaut mieux un mauvais plan que pas de plan du tout. 100% d'accord. Du coup, petite partie qu'on n'a pas abordée encore. Oui, monsieur est drivé par l'argent. Oui, monsieur veut devenir millionnaire. J'ai quand même une conscience. Attention, il reste humain. Ça, c'est son ticket pour le paradis. Non, t'es impliqué donc, dans une boîte qui est spécialisée dans l'investissement à impact positif en Afrique. C'est ça. Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que fait cette boîte? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, donc c'est un cabinet en conseil financier stratégique donc, qui est basé à Londres, qui a été fondé en 2017 par Raphaël. Et elle a énormément d'aspects. Ça veut dire que, juste déjà pour reprendre moi ce que je fais, donc moi je suis dans le département Market Research. Donc en fait, le but, c'est d'aider, que ce soit des VC, donc des startups, aussi des PME, des grands corporates ou des investisseurs, institutionnels ou non, à lever des fonds. Ok. Tant de la dette que de l'equity. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect les aider pour des opérations d'M&A, de structuration financière, de partenariat. Donc on a un panel, entre guillemets, d'opérations qui est assez large et aussi des secteurs. C'est-à-dire qu'on a des secteurs clés. On est spécialisé dans tout ce qui est la logistique, les énergies renouvelables, l'agriculture, l'éducation, la santé. En fait... pour préciser, donc je suis là sur tes week-ends. C'est ça, sur mes week-ends. Donc je fais ça, j'ai un créneau de 10 heures semaine, 10-15 heures semaine, donc je fais ça en tant que volontaire. Et ce qui me plaît énormément, en fait, c'est que à côté de je ressens une valeur ajoutée qui est différente. Ça veut dire que là, c'est une structure qui est beaucoup plus petite. On est 5 permanents. Après, il y a des conseillers, des advisors qui sont à côté, mais on est 5 permanents. Et là, je suis au contact, en fait, direct des entrepreneurs. Et l'impact, il se fait directement aussi, du coup. Bah déjà, moi, je le ressens dans le travail. Je le ressens dans le travail et je le ressens aussi, en fait, dans l'implication qui m'est demandée. Dans la mesure où, dans le travail, pour vous prendre un petit exemple bref, je suis dans l'équipe Market Research. Donc, moi, mon but, là, en ce moment, c'est de trouver des PME à impact positif. Donc, c'est des entreprises qui, de par leur DNA, ont des... Comment dire ? Des
j'ai perdu le mot. Une mission. C'est ça, ont des missions, cherchent en fait à investir, à aider à développer des entreprises qui ont des buts environnementaux et sociaux à impact positif. Ouais. Par exemple, dans le secteur des PME, en ce moment, on est très très intéressé dans tout ce qui est lié à l'agriculture et notamment par exemple à la transformation de biens tels que le beurre de karité ou alors les mangues. Ok. Impact positif dans quel sens? Dans le sens où, je ne sais pas si vous le savez, en Afrique, donc notamment en Afrique de l'Ouest, le beurre de karité s'appelle l'or des femmes. Pour deux raisons. L'or des femmes parce que déjà, de manière physique, ça, en cas de grossesse, etc., ça enlève les vergetures, enfin ça a des aspects physiques très très importants. Et aussi parce que culturellement, toute cette récolte-là, elle est faite par des femmes. Ok. Et en fait, par exemple, c'est un moyen d'émancipation pour les femmes, d'avoir des revenus, de se développer en général. C'est des entreprises qui cherchent à avoir un impact positif dans des régions reculées, dans des villages, etc. Et par exemple, quand tu rencontres le CEO qui te donne tout ce storytelling, que tu vois le fait de l'aider à lever de la dette, ça peut changer la vie de 500 agricultrices femmes. Je vous jure que... Est-ce que tu dirais que c'est... Magnifique. Parce que là, du coup, tu nous parles beaucoup de... C'est une recherche de sens que tu retrouves une quête dans de sens, ça. ouais. Est-ce que ça te manquait un petit peu chez ou juste ça complète? Ça complète. Ça complète. T'en Ça as quand même chez trouve du sens à ce Ouais, que tu fais. étant donné que mon équipe me fait confiance, Ouais. c'est pour ça qu'après mon VIE, ils m'ont prolongé. Vraiment ça, en reconnaissance, confiance, j'ai aucun doute, mais je trouve que c'est assez différent. Ok. C'est-à-dire qu'on va dire là, c'est plus une reconnaissance vraiment fixée par mon département et par mes pairs. Là, chez Impact, c'est une reconnaissance, certes, dans le cabinet, parce que c'est aussi un peu une start-up, entre guillemets, comme c'est une petite, pas start-up, mais c'est une petite structure, donc tu as aussi ce truc-là de monter dans le train et de voir jusqu'où ça va aller, et aussi l'impact direct pour le CEO et surtout pour les populations. C'est aussi un peu, je dirais, ma manière d'aider l'Afrique. Ok. Moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est noble. Bah, c'est C'est hyper sincère. intéressant, ça montre vraiment ton parcours que tu peux avoir l'aspect corpo, tu peux avoir l'aspect argent, Mais tu peux avoir un cœur. non, tu peux avoir surtout d'autre chose qui te drive également, qui ont du sens et qui tout ça peut être combiné. Bien sûr, ouais. De quoi plus tard, bon bah si l'un, par exemple le corpo, et t'as atteint tes objectifs, t'as plus envie de continuer là-dedans, tu peux développer des projets à côté. Exactement. Ouais. Et c'est ça qu'on veut vraiment montrer, c'est que tout est possible. Alors je sais que c'est des choses qui sont assez compliquées, parfois de se définir, de savoir ce qu'on veut faire, de savoir qui on est même. On va te dire, oui, bon, bah, qu'est-ce que t'aimes, etc. Mais bon, comment je sais Pose-toi les bonnes questions, c'est quoi les bonnes questions? Donc nous sur Trade, on vous ramène des alumni, des jeunes comme vous, qui sont pas nécessairement différents de vous, et qui ont fait ce parcours-là pour vous montrer que c'est possible. On développe aussi des solutions pour vous aider concrètement à atteindre cette émancipation professionnelle, ces solutions de carrière pour que vous-même vous puissiez définir la vôtre. Trouvez votre voie, C'est ce ça, que ouais. vous voulez faire et comment le faire aussi. C'est ça, juste pouvoir vous dire que non, vous n'êtes pas fou, parce que je sais que parfois il y a un peu ce truc-là de j'ai l'impression d'être différent, etc. Vous voyez que là, on est tous les trois réunis autour de cette table avec des profils différents, des parcours, mais qu'il y a une synergie entre nous, parce qu'au final, on parle la même langue. Voilà. Avant de finir, juste dernière question avant qu'on fasse le petit ciao. Du coup, Road to Million, Ouais, t'en c'est es où? ça. T'en es où de ce projet? Là, j'ai 5 ans. il met la Je veux pas pression te en mettre la mode. pression. Surtout Il que là, reste 5 ans. j'aurai 26 ans en août, là. Aïe. Donc- non, bah, honnêtement, c'est en bonne voie. Mhm. Vraiment, je suis plutôt fier. Là, j'espère que les cryptos, ça va être mon fer de lance, on va dire, pour cette année-là. C'est un peu sur ça que je mise. Je me suis très, très bien entouré. J'essaie aussi de bien me documenter, de me former. Mais on va dire, ouais, je suis en bonne voie. On va dire, là, j'ai pas la taille de mon patrimoine à l'instant T. Ouais, On va dire un peu plus de 150 000. ouais, donc Ok. un peu plus de 10% de ton Ouais. objectif. Donc, Ok. bon, il va falloir quand même un peu accélérer. Ouais, mais après, Oui, c'est oui. exponentiel aussi. Donc, C'est pas tout le monde qui met 150 000 euros de côté à Clairement. 25 ans. avec un appart en plus. Avec Mais en un- tout cas, c'est possible. C'est possible. Ok, bah parfait. Bah merci beaucoup. Ouais, Bah, merci. Cédric, beaucoup. merci Non, pour bah, ton merci à vous, moment. super moment. Merci à vous pour l'invitation. Et... Oui, bah mais franchement merci, c'était super. On a passé un super moment. Clairement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à poser vos questions, à mettre un like, vous abonner. On vous prépare du lourd, des nouveaux formats, des nouvelles solutions. On va faire une FAQ qui Ouais. arrive très bientôt aussi pour vous montrer comment on va faire évoluer tout ça. Répondre à vos questions. Une crème sous Cédric. Vraiment. Ah, il me flatte. Et puis voilà, on vous dit merci beaucoup et à bientôt.